Voici Belle qui se fait tabasser par son frère Zané parce qu'il est le seul de sa famille à ne pas avoir d'arme divine. Pour une lignée noble célèbre pour avoir tué des dieux, ne pas avoir ce pouvoir est une immense disgrâce. Sa jeune sœur essaie de l'aider, et l'autre sœur la jette au sol. Quelques jours plus tard, il s'est fait chasser de la maison parce qu'il était toujours inutile, mais les histoires de faibles se terminent rarement comme ça. Un jour, il a finalement réussi à revenir et est allé directement dans la chambre de Sarah, la seule qui avait essayé de l'aider par le passé. Le visage plein de larmes, il s'excuse de ne pas l'avoir protégée et la serre dans ses bras comme si elle revenait d'entre les morts. Elle était complètement perdue, ne comprenant rien. La paix a pris fin lorsque Zané a fait irruption dans la pièce avec un sourire narquois plein d'arrogance, cherchant la bagarre comme à son habitude. Notre garçon était comme Sasuke Uchiwa, ne montrant aucune réaction. Zané lui demande s'il veut goûter à son poing, et le garçon lui répond simplement d'essayer. La version Wish de Gojo Satoru s'est senti défié et a tenté de porter le coup, mais Belle a été plus rapide et a frappé le premier. Le frère aîné tombe et se relève plein de rage, sortant immédiatement son arme divine contre Belle qui était désarmée. Soudain, le protagoniste invoque un Furodo où émane une énergie étrange. Zané-sen moque car c'est de rang E, et il a une arme ultra rare. Il charge sans aucune peur, et l'impensable se produit. Utilisant uniquement le fourreau, Belle déchaîne une magie sinistre et invoque une lame qui tranche l'arme divine de Zané en deux. Le dur à cuire est resté là, sous le choc, ne comprenant pas d'où venait la lame si le fourreau était vide. Mort de peur, il essaie de s'enfuir. À ce moment-là, notre protagoniste sort un revolver et tire une balle qui frôle le visage de son frère. Zané se retourne, terrifié et confus, sans aucune idée d'où venait toute cette puissance de feu. Qu'est ce que tu vises? Tremblant de tous ses membres, il voit les dégâts du tir et fonce vers son père, le duc Galéon, connu comme le roi de l'épée. Zané pousse son père à s'en prendre à Belle, accusant son frère d'avoir pactisé avec le diable. Sarah était toujours dans la pièce, sous le choc, regardant son frère se transformer en une personne complètement différente. Peu après, le fauteur de troubles revient avec des renforts, avertissant que sang est fini de Belle. Galéon s'approche du garçon et dit qu'il a enfreint les règles de la maison. Les deux se dévisagent dans une atmosphère tendue et pesante. Le roi de l'épée commence à libérer son aura pour tenter d'intimider l'enfant, mais Belle ne s'y même pas. Le vieil homme dégaine son épée et lui demande s'il n'a pas peur de mourir. Notre garçon de peu de mots libère simplement sa magie, et l'enfant qui n'avait rien auparavant exhibe maintenant plusieurs armes divines. Le vieil homme a vu ça et s'est figé sur place, essayant de comprendre comment son fils inutile avait mis la main sur les armes des plus grands guerriers. Le jour où il a été chassé, Belle a rassemblé le peu d'argent qui lui restait et a tout dépensé en armes. Après tout, les attaques normales étaient inutiles contre des chevaliers dotés d'armes divines. La solution était d'acheter une arme de chaque type existant et d'apprendre à utiliser tout l'arsenal. Chaque fois qu'un monstre croisait son chemin, il le balayait sans problème. C'est à cette époque qu'un type encapuchonné est apparu de nulle part après un combat. Le type bizarre a dit quelque chose d'étrange sur le fait de confier à un garçon le talent de devenir un héros, a tiré une lumière bleue et a laissé quelque chose planté dans le sol. Belle s'est dirigée droit dessus en pensant que c'était une épée, mais à sa grande surprise, ce n'était qu'un fourreau. C'était le fourreau divin des Avalon, un artefact légendaire qui contenait les armes des 5 plus grands guerriers. Belle a passé des années à s'entraîner durement jusqu'à atteindre le niveau pour affronter un dragon et prouver qu'il maîtrisait Avalon à 100%. Au milieu du combat, il a invoqué le bouclier des Achilles, encaissant l'attaque avec facilité. Avec le marteau de la tempête, il a abattu le dragon d'un seul coup. Parfait. Maintenant qu'il avait le contrôle total du pouvoir des Avalon, il a décidé de retourner en ville pour sauver sa sœur. 5 ans après avoir été chassé, Belle était de retour. En arrivant sur les terres de la famille, tout était en feu. Une guerre civile avait éclaté et laissé tout le château en ruine. Il a couru dans le château, paniqué, et a vu la porte géante légèrement ouverte. Quand il l'a franchie, il a vu le corps de la jeune fille couvert de sang. C'était Sarah. Il l'a saisie, paniqué, car elle ne répondait pas. Belle a poussé ce cri déchirant de quelqu'un qui s'est entraîné pendant des années pour finalement arriver trop tard. Puis une explosion d'énergie lui a transpercé la poitrine. Il y avait encore quelqu'un dans la pièce avec un mana si puissant qu'il ne pouvait appartenir à personne en dessous du rang S. Le type a reconnu Belle et l'a prévenu qu'il reverrait bientôt sa sœur. Belle a fait le lien. C'était le meurtrier de Sarah. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, sa poitrine a été de nouveau transpercée et tout est devenu noir. Belle regarde ses propres mains, confus, car il était sûr d'avoir été tué. En voyant le prêtre devant lui et les vitraux de l'église tout autour, il a réalisé qu'il avait déjà vécu ce moment. C'était la cérémonie d'il y a des années. C'est là qu'il a compris. Avalon avait le pouvoir de remonter le temps. Dans sa première vie, il lui a fallu des années pour trouver le fourreau, et il ne l'a maîtrisé qu'après un entraînement acharné. Maintenant, l'artefact était déjà entre ses mains dès le début, et avec 5 armes surpuissantes, la donne allait changer. De retour dans le passé, la première chose qu'il a faite a été de courir directement vers Sarah. Après avoir pleuré avec son corps sans vie dans ses bras, voir sa sœur vivante a brisé le cœur du garçon. Et puis, comme vous le savez déjà, il a passé à tabac son frère Zané, et le vieil homme a découvert qu'il possédait des armes légendaires. À partir de ce moment, l'ancien fils inutile est devenu le nouveau favori de la famille. Une fois la porte fermée,
Belle s'est enfin détendue. La pression du duc avait été écrasante. Il devait juste continuer à devenir plus fort, bien qu'avoir un corps d'enfant rende cela plus difficile. Il devait atteindre le rang des rapidement, et pour cela, il devait chasser des monstres et absorber plus de mana. Il s'est donc dirigé vers la forêt la plus proche, prévoyant de tuer quelques orques. Mais un ORC était déjà à terre, sa tête séparée de son corps. Quelque chose d'autre avait massacré tout ce qui se trouvait dans la forêt. Les monstres là-bas n'ont jamais eu la moindre chance. Une bête bien plus dangereuse les chassait à la place. Son rugissement a secoué la forêt et a averti tout ce qui se trouvait à proximité de qui régnait sur cet endroit. Pour Belle, cette forêt ravivait de vieux souvenirs. Après avoir été chassé dans sa vie passée, il s'y était entraîné pendant un certain temps. Pourtant, quelque chose clochait. Il marchait depuis un moment et n'avait pas vu un seul monstre, puis quelque chose l'a observé depuis les buissons. Bientôt, il a trouvé les orques, ou ce qu'il en restait. Leur corps avait été mis en pièces. C'était brutal et complètement étrange. Alors qu'il essayait de comprendre, un son terrifiant a soudain retenti. Belle s'est retourné juste à temps pour bloquer une attaque qui fonçait déjà sur lui. L'impact était plus fort que sa propre puissance et l'a projeté en l'air. C'était la dernière chose sur laquelle il voulait tomber. C'était Fenrir. Cela expliquait la forêt vide. Un monstre de rang D comme celui-ci avait fait fuir tout le reste. Belle n'avait presque plus de mana et n'était que de rang environ. S'il avait pu s'échapper à ce moment-là, il l'aurait fait volontiers. Mais un seul regard dans les yeux de la bête lui a fait comprendre que fuir signifiait une mort instantanée. Il devait rester sur ses gardes s'il ne voulait pas finir en pâté pour chien. Le coup suivant l'a pris par surprise. Le monstre était encore plus rapide qu'il ne l'avait prévu. Il a à peine réussi à se jeter sur le côté pour éviter le coup. Aussitôt, il invoqua le pistolet à feu tournoyant. Il tira plusieurs fois sur la bête, mais elle esquiva chaque tir. Maintenant, il était dans de beaux draps. Son mana était trop bas, les balles n'étaient donc pas assez rapides. Le pistolet était inutile. Il lui fallait un autre plan. Dégainant son épée, Belle se précipita tandis que la bête l'attaquait avec des griffes mortelles. Il esquiva le coup et trouva une petite ouverture. Belle attaqua, mais Fenrir esquiva aussi, ce à quoi il ne s'attendait pas. Maintenant, il devait tout repenser. Ce combat pourrait le tuer. À pleine puissance, il aurait déjà écrasé ce kleps. Au lieu de ça, le loup furieux chargea de nouveau. Belle savait qu'il ne pouvait pas rivaliser avec cette vitesse, alors il se prépara et tenta de bloquer. Même ainsi, il subit quand même des dégâts. Il se faisait acculer, et peu à peu, la bête le submergeait. Elle le pressait, prête à en faire son prochain repas, mais Belle venait à peine de renaître. Il refusait de mourir à nouveau sitôt. Il devait invoquer le bouclier d'Eachille. Avec ça, il pourrait se défendre et contre-attaquer. Pourtant, l'agilité de la créature était démente, et elle le frappa sur le côté. Belle s'écrasa au sol et lâcha le bouclier. À ce rythme, le combat était terminé. Il finirait en dîner pour ce chien sauvage. Tout ce qu'il avait essayé jusqu'à présent avait échoué. Même le marteau serait difficile à utiliser. La bête était trop rapide. Il ne restait plus qu'une seule arme. N'ayant pas de meilleur choix, il l'utilisa immédiatement. La bête se jeta sur lui pour l'achever. Belle ferma les yeux et se concentra. Juste avant que le coup ne porte, il invoqua Aegis, mais l'attaque avait déjà été lancée. Puis étrangement, rien ne se passa. Un gantelet enveloppé d'énergie sombre était apparu sur sa main. Il n'avait jamais voulu l'utiliser, mais c'était mieux que de mourir deux fois. Fenrir revint à la charge, se déplaçant encore plus vite qu'auparavant. Dommage, le combat était déjà joué. Belle était devenue beaucoup plus rapide aussi. Le marteau en main, il apparut soudainement au-dessus de la bête. Maintenant, elle ne pouvait plus le suivre, et le marteau était prêt à lui fracasser le crâne. Un coup net et brutal s'abattit sur la créature. Elle hurla de douleur, ses dents se brisant et se déchaussant. Aegis était le gantelet des ténèbres. Il augmentait la puissance physique de l'utilisateur, mais remplissait aussi son esprit d'une voix lui ordonnant de tout détruire. Le loup était toujours en vie et encore plus en colère. Pendant ce temps, Belle ne faisait que devenir plus fort à chaque instant, et l'envie de tuer montait également. Il attendit avec impatience la prochaine charge, puis esquiva chaque attaque. Maintenant, c'était le loup qui était en difficulté, et Belle commençait clairement à s'amuser. Peu de temps après, le loup était mort. Belle était soulagée d'en avoir fini rapidement. Cette arme ne pouvait pas être retirée pendant un combat, et plus elle restait équipée, plus elle entraînait son utilisateur dans les ténèbres. Maintenant, il devait comprendre pourquoi un Fenrir se trouvait dans cette forêt. En y réfléchissant, il remarqua quelque chose d'étrange à propos du marteau. Il était entièrement chargé d'énergie. En tuant Fenrir, il avait acquis ses caractéristiques. Vaincre des monstres puissants était bien mieux que de farmer les faibles. Il était impatient de le tester. Plus tard, dans le jardin du château, Sarah passa l'après-midi à fabriquer quelque chose sous un arbre. Enfin, sa couronne de fleurs était terminée. Elle espérait que Belle l'aimerait, mais quelqu'un la lui arracha des mains. La fille se moqua, la trouvant laide, disant que ça convenait bien à la sale fille qui l'avait faite. Cette méchante fille était Jessica. Elle demanda à Spencer ce qu'il en pensait. Le garçon à l'allure étrange fut immédiatement d'accord. Il n'était là que pour suivre les ordres de Jessica. Jessica lança la couronne de fleurs en l'air, et Spencer la déchiqueta avec son fouet. Sarah détestait ça, mais elle ne pouvait rien faire. Jessica s'ennuyait et voulait se divertir.
Son arme à la main, elle dit à Sarah de venir avec elle. Il était temps de s'entraîner à viser. Elle tira sur la jeune fille, et Sarah se figea de peur. Puis Belle intervint et bloqua le tir avec son fourreau, disant qu'il jouerait avec Jessica à la place. Sarah était abasourdie. Elle ne l'avait même pas vu arriver. Belle ajouta qu'il voulait de toute façon une raison de tester son armement divin. Jessica n'avait aucune idée de ce qu'elle voyait. Pour elle, aucun kleps n'avait le droit de se mettre sur son chemin. Belle se concentra d'abord sur le fait de calmer Sarah, lui promettant qu'elle était en sécurité maintenant. Puis il se retourna pour s'occuper de la gamine pourri gâtée en face de lui. Spencer s'avança, essayant de paraître menaçant. Belle savait déjà qu'il était essentiellement le serviteur de Jessica, alors il lui fit face fièrement en tant que fils du duc. Mais Spencer refusa de respecter l'enfant d'une concubine. Cela ennuya Belle, tandis que Jessica se moquait de lui pour son assurance après n'avoir battu Zané que par chance. Ils étaient sûrs que Zané avait simplement baissé sa garde. Et comme Belle n'utilisait qu'un fourreau, il le prenait pour le plus faible d'entre eux. Belle ferma les yeux et lui dit de bien regarder. Elle découvrirait bientôt si c'était de la chance ou du talent. Jessica n'était pas prête pour cette réponse. Mal à l'aise maintenant. Elle ordonna à Spencer d'écraser cette ordure sur le champ, et il était plus qu'heureux de le faire. Chaque endroit que son fouet touchait se transformait en glace. Belle n'était pas impressionnée. Spencer était un paladin de Randé, et son armement divin était un fouet de glace. Sur le papier, il était bien plus fort que Belle, qui n'était que de rang E, mais Belle restait Belle. Spencer se vanta qu'il gèlerait d'abord les jambes de Belle, puis ses bras et son corps jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger, et finirait par lui fracasser le visage avec le fouet. Belle l'interrompit, lui rappelant en gros qu'il n'était qu'un personnage secondaire. Spencer répliqua sèchement, l'avertissant de ne pas le prendre de haut. Puis il lança son fouet, prêt à transformer Belle en esquimau. Belle l'esquiva avec aisance. Jessica n'en revenait pas. Spencer est peut-être correct pour un paladin de Randé, mais pour Belle, il n'avait rien de spécial. Après tout l'entraînement que Belle avait suivi dans sa vie passée, cela ressemblait à un jeu d'enfant. Sarah était également émerveillée. Son frère avait l'air de danser. Spencer, de son côté, s'énervait de plus en plus et disait que Belle ne faisait que fuir. Alors Belle décida de prouver qu'il ne fuyait pas. À partir de maintenant, dit-il, il n'esquiverait plus du tout. Cette assurance choqua tout le monde. Belle voulait voir si le grande gueule pouvait vraiment joindre le geste à la parole. Spencer mordit à l'hameçon et fonça sur lui. Cette fois, il jura qu'il allait congeler Belle sur place. Le fouet claqua tandis que Belle se tenait là, les bras écartés. Il le frappa encore et Sarah paniqua. Puis la glace finit par s'étendre. Ses bras et ses jambes étaient gelés sur place. Une fois Belle immobilisée, Spencer se prépara à viser son visage. Belle demanda calmement si c'était vraiment tout ce qu'il pouvait faire, car si c'était le cas, c'était à son tour. Ces mots firent hésiter Spencer. Belle invoqua instantanément Ragnarok. Le fourreau à sa taille se mit à briller, et un pistolet apparut dans sa main. Spencer n'arrivait pas à croire que Belle avait une deuxième arme divine. Belle déversa son mana pour briser la glace, et des flammes commencèrent à s'élever du pistolet. L'instant d'après, il était de nouveau libre. Jessica était stupéfaite. Deux armements divins étaient déjà choquants, mais les utiliser aussi bien n'avait encore moins de sens. Il était temps de punir leur arrogance. Belle tira des projectiles enflammés sur Spencer, qui réalisa instantanément qu'il était en danger. Il tenta de se protéger avec son fouet de glace, recouvrant son corps d'une couche de givre, pensant que cela arrêterait les flammes. Belle savait bien que non. Le feu continuait d'arriver, et la balle traversa la glace de part en part. Spencer ne put que regarder avec horreur. Le tir s'écrasa sur sa poitrine avec une force dévastatrice. Il ne l'a pas transpercé, mais les dégâts étaient immenses. Il tomba au sol tandis que Jessica le regardait, sous le choc. Cette attaque de boue brisa la glace et mit à terre un paladin de Randé. Jessica n'était que de rang E, alors elle savait qu'elle n'avait aucune chance. Belle se tourna vers elle. Il lui dit que c'était fini. Jessica invoqua son armement divin. Elle l'avertit de ne pas s'approcher, mais sa peur était si grande que ses mains tremblaient autour de l'arme. Elle tira encore et manqua chaque tir, puis le supplia de rester à l'écart. Même alors, elle n'arrivait pas à bouger correctement. Ses jambes la lâchèrent, et elle tomba de pure peur. Belle s'arrêta devant elle. Jessica devint encore plus terrifiée. Le garçon qui se tenait là pouvait la tuer s'il le voulait, mais à la place, il lui donna un avertissement ferme. Ne t'en prends plus jamais à Sarah. Elle ne pouvait même pas répondre. La seule chose à faire était de fuir tant qu'elle le pouvait encore. Sarah se précipita vers son frère, extrêmement soulagée. Elle lui demanda si le fouet de Spencer lui avait fait mal, mais Belle balaya sa question et traita le type de pathétiquement faible. Quand Sarah le complimenta, Belle dit qu'il était seulement devenu plus fort pour pouvoir la protéger. Puis elle lui montra une nouvelle couronne de fleurs pour remplacer celle qui avait été abîmée. Elle la posa sur la tête de Belle et le remercia de toujours la protéger. C'était un simple cadeau de sa petite sœur, et Belle jura qu'un jour, le pays tout entier honorerait son bon cœur. Le problème venait des gens qui méprisaient les enfants de concubines, donc faire ses preuves ne serait pas facile. Il avait besoin d'un vrai respect, et pour l'obtenir, il y avait quelque chose qu'il devait faire sur le champ. À l'extérieur du palais, le duc se tenait en méditation silencieuse, son épée à la main. Sa concentration était incroyable. Au bout d'un moment,
Il effectua quelques coups nets et trancha des feuilles qui tombaient. C'est seulement à ce moment-là qu'il remarqua que Belle était venue le voir. Il demanda ce que le garçon voulait. Belle dit qu'il était venu demander la permission. Curieux, le duc demanda la permission pour quoi faire? Avant de répondre, Belle posa un genou à terre. Ce niveau de respect attira l'attention du duc. Belle demanda à passer l'examen d'admission de Rancé. La requête intéressa clairement le duc. Belle dit qu'il voulait servir le roi sous l'égide de sa maison. Sa famille avait des devoirs envers la famille royale, comme des escortes et la chasse aux monstres, et c'était le moyen le plus rapide d'élever son statut dans la famille. En réussissant des missions difficiles, il pourrait obtenir une vraie reconnaissance, et pour avoir les meilleures missions, il devait réussir cet examen. Le duc vit que les objectifs du garçon étaient sérieux, mais dit que c'était encore trop tôt. Belle devrait d'abord devenir un paladin à part entière avant de penser au Rancé. Pour l'instant, il n'était que de rang F et venait juste d'obtenir son ornement divin. Le duc lui dit de viser d'abord le rang E. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Belle sorte un croc et demande si cela changeait quelque chose. Le duc le reconnut immédiatement, un croc de fan rire. Il demanda aussitôt où Belle l'avait eu. Sans un mot, Belle montra une de ses armes divines. Le marteau crépitait d'une foudre intense. Belle admit nonchalamment que le combat avait été un peu rude, mais qu'il avait tout de même réussi à dompter ce cabot têtu. En voyant la foudre autour du marteau, le duc réalisa que Belle pouvait déjà utiliser les attributs. Il avait même battu une bête de Randé. C'était suffisant. Belle avait mérité une chance de passer l'examen de Rancé. Le duc accepta à une condition. Belle n'avait pas le droit de déshonorer le duché. Plein de confiance, Belle le remercia et promit qu'il ne le ferait pas. Sur le lieu de l'examen, il trouva une foule de candidats qui attendaient. Le Randé était un mur immense, et la plupart des gens ne le dépassaient jamais. Le jeune garçon attira rapidement l'attention. La plupart des autres étaient des adultes, alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Pourtant, Belle se dirigea droit vers le bureau d'accueil. La préposée lui demanda qui il était et si son père était venu avec lui, puis le dévisagea quand Belle dit qu'il était là pour passer l'examen lui-même. Elle lui dit de revenir quand il serait plus grand. Belle lui demanda de ne pas le traiter comme un enfant. Il était aussi un paladin. Pendant qu'il parlait, quelqu'un s'approcha de lui et lui dit d'arrêter de faire semblant. Un gamin n'avait rien à faire ici et devait partir. Belle n'avait aucune idée du problème de ce type, mais il avait déjà l'air agaçant. Les autres savaient exactement qui il était. Il s'appelait Lennox, et son épée de vent déchaînait 8 coups à chaque balancement. C'était un pouvoir tape à accent grave l'œil, et il avait déjà beaucoup de fans. Lennox ricana que si le gamin voulait passer l'examen, il devrait au moins être aussi bon que lui. Belle ne savait même pas que ce type était censé être célèbre, tandis que Lennox doutait qu'il ait même un ornement divin. Belle toucha le fourreau à sa taille et dit qu'il était juste là. Ne voyant qu'un fourreau, Lennox éclata de rire et dit que personne ne pouvait se battre avec une camelote pareille. Les autres se joignirent à lui, se moquant de l'ornement de Belle et se montrant heureux de ne pas être aussi pathétique. Lennox dit qu'il se fichait qu'un morveux ignorant veuille se faire tuer, mais ça l'agaçait que la participation de Belle à l'examen les fasse paraître comme des égaux. En s'éloignant, il dit au petit déchet de retourner sur les genoux de sa mère. Une fois cela terminé, Belle dit à l'employé de l'inscrire. Elle lui demanda s'il était vraiment sûr, mais il n'hésita pas. Pour participer, il lui fallait une recommandation d'un chevalier de rang B ou plus, ainsi qu'un statut de rang D minimum. Avec une lettre en bonne et due forme, le problème pouvait être réglé. Elle pensait toujours que personne ne recommanderait un enfant, mais en la lisant, elle vit qu'elle venait du duc de la catastrophe en personne. C'est à ce moment-là qu'elle réalisa que l'enfant devant elle était le fils du duc. Bientôt, tous les candidats se rassemblèrent dans l'arène pour l'examen. L'instructeur commença à expliquer les règles. D'abord, ils seraient envoyés dans un donjon avec une pierre de téléportation. Ils avaient 5 heures pour revenir avec un joyau de lumière, et il n'y en avait que 3 à l'intérieur. Quiconque en rapporterait un serait reçu. Lennox était certain qu'une de ses places lui revenait. Les autres candidats avaient l'air nerveux, et Belle était honnêtement gênée pour lui. Après l'explication, l'instructeur demanda si tout le monde était prêt. Le groupe répondit avec assurance, et l'examen commença sur le champ. Puis ce fut au tour de Belle d'entrer par la pierre de téléportation. La pièce s'illumina, et l'instant d'après, il était ailleurs. Un instant plus tard, il était à l'intérieur de la grotte du donjon. Tout le monde avait été dispersé à différents endroits du premier étage, alors Belle devait choisir un chemin. Le donjon était grand, mais il avait largement assez de temps. Puisqu'il était là de toute façon, il comptait en profiter au maximum. Il y avait plein de monstres à l'intérieur, et plus il en tuait, plus il pouvait accumuler de mana. Aussitôt, il empoigna son arme et décida de chasser tout ce qui se trouvait dans le donjon. Ailleurs, les autres candidats avaient déjà du mal avec les monstres. Ils étaient plus forts que prévu. Ces lézards avaient des yeux vicieux et suffisaient amplement à effrayer les combattants faibles. Lennox ne comprenait pas pourquoi tout le monde avait du mal avec des proies si faciles. Il les tailla en pièces avec un sourire suffisant, agissant comme si cela ne demandait aucun effort. Les autres le regardaient avec admiration, et il continuait à massacrer monstre après monstre. Enivré par sa propre popularité, il se vanta de n'être pas ordinaire comme les autres. Il se plaignit même que le test était ennuyeux. Les candidats les plus faibles le suivaient volontiers pour leur sécurité, et Lennox leur dit qu'il avait de la chance d'être témoin de son talent de si près, car les gens comme eux n'étaient bons qu'à suivre.
Après avoir fouillé le donjon un moment, le groupe trouva une immense porte qui devait être la salle finale. Lennox espérait que ce serait enfin divertissant. Au lieu de cela, ils trouvèrent plusieurs monstres de rendez, avec les joyaux posés sur un autel au fond. L'une des bêtes commença à se diriger vers eux. Lennox s'avança. Certain de pouvoir le découper, il déchaîna une tempête de coups. Mais le corps du monstre était si résistant qu'il ne subit aucun dommage. Puis il contre-attaqua. Pour la première fois dans le donjon, Lennox était sur la défensive. Le coup le déséquilibra, et il fut stupéfait que ses attaques n'aient eu aucun effet. Les autres peinaient également à y croire. Puis ils paniquèrent car le reste des monstres se tourna vers eux. Le type de Clava devait se battre vite juste pour rester en vie. Il porta un coup puissant à l'un d'eux et comprit immédiatement que les attaques physiques normales étaient inutiles. Au même moment, la femme tenait à peine le coup contre un monstre volant. Cette chose pouvait lancer des plumes comme des lames sans s'approcher. Lennox comprit enfin à quel point cette dernière étape était brutale. Chaque monstre semblait conçu pour résister au pouvoir divin de quelqu'un, et contre cette créature recousue, il était complètement impuissant. Tétanisé par la peur, il ferma les yeux et attendit la fin. Mais avant que le monstre ne puisse le frapper, il fut détruit. Il ouvrit les yeux, sous le choc. Belle était soulagé. S'il était arrivé un peu plus tard, les choses auraient mal tourné. Il s'était bien amusé à chasser, mais Lennox le reconnut aussitôt. C'était ce petit déchet de tout à l'heure. Un autre monstre qui résistait aux attaques physiques fonça droit sur Belle, alors il changea de tactique. Pour cet ennemi, l'épée était le bon choix. Lennox fut stupéfait de voir l'armement divin de Belle se transformer. Belle abattit la créature d'un seul coup. Ensuite, il se tourna vers celui dans les airs. Il avait aussi l'arme parfaite pour ça, une qui pouvait tirer encore et encore. Il remplit le monstre volant de balles et l'abattit sur le champ. Les autres ne pouvaient que regarder, bouche bée. D'une manière ou d'une autre, le garçon au fourreau inutile était le plus fort d'entre eux. Lennox ne comprenait pas comment Belle pouvait avoir plus d'un armement divin, et encore moins les utiliser si bien. Il ne restait pas beaucoup de temps, alors Belle devait éliminer rapidement les monstres restants. Sur le côté, le chevalier arrogant ne pouvait que regarder, médusé. Il n'arrivait pas à croire qu'un gamin soit aussi doué. Toujours imperturbable, Belle continua de massacrer les monstres. Une fois la salle sécurisée, tout ce qui lui restait à faire était de prendre l'un des joyaux. Il s'approcha de l'autel et le saisit. Les deux autres se précipitèrent et commencèrent instantanément à le couvrir de louanges, ce qui ne fit qu'agacer Belle. Une seconde plus tard, ils montrèrent leur vrai visage et se mirent à dénigrer l'homme qu'ils venaient d'admirer. Pour eux, Lennox ne valait rien à côté de Belle, et ils prétendirent avoir eu tort de l'admirer. Ce combat avait complètement anéanti la fierté de Lennox. Pendant ce temps, les deux autres supposèrent qu'il allait simplement prendre les deux derniers joyaux pour eux. Belle ne répondit pas. Il invoqua simplement son marteau. Il avait déjà le joyau dont il avait besoin pour réussir, et maintenant il s'apprêtait à faire quelque chose qu'il trouvait bien plus amusant. D'un coup puissant, il fracassa l'autel. Les deux suiveurs sans vergogne se figèrent, incrédules. Ils crièrent, demandant ce qu'il avait fait, puis réalisèrent que les autres joyaux avaient disparu. Brandissant le seul restant, Belle leur dit que s'il le voulait, il pouvait essayer de le lui prendre. Il continua en les traitant de parasites inutiles qui vivaient du talent des autres, le genre de personnes qui rejettent quelqu'un à la seconde où il ne leur est plus utile. Aux yeux de Belle, des gens comme ça n'avaient pas le droit de se dire chevalier. Se faire réprimander par un enfant anéantit le peu de fierté qu'il leur restait. Après ça, Belle sortit et les laissa derrière lui. Lennox semblait en fait avoir pris la leçon à cœur. Il a admis son arrogance, accepté sa faiblesse et remercié Belle, mais a juré qu'il ne resterait pas comme ça pour toujours. Belle fut surpris par cette honnêteté et par le feu qui l'animait encore, puis accepta qu'il se reverrait un jour. Dehors, Belle célébrait. Il était enfin devenu un chevalier de rang C, et tous les monstres qu'il avait vaincus avaient considérablement augmenté son mana. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à gagner le respect de sa propre maison pour pouvoir protéger sa sœur. Avec cette idée en tête, il retourna à la résidence du duc pour partager la nouvelle. Mais à son arrivée, le duc était occupé par une réunion importante. Les chevaliers parlaient d'un groupe qui prévoyait de renverser la famille Meldia. 3 paladins de rang B se dirigeaient vers leur territoire, et la maison du duc avait reçu l'ordre de les éliminer. Apparemment, une autre famille noble avait déjà souffert à cause d'eux. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles ces paladins utilisaient de la magie interdite sur leurs armes. Maintenant, les paladins de rang B comprenaient pourquoi on les avait convoqués. Le duc a clairement fait savoir qu'il ne pouvait pas laisser Karma continuer ses opérations, et qu'il devait donc les anéantir sur le champ. Un chevalier remarqua alors que quelqu'un manquait. Jin n'était toujours pas là. À ce moment-là, un jeune homme posa un livre sur la table et demanda quel était l'objet de la réunion. Tout le monde se tourna immédiatement vers lui. Il dit calmement qu'il n'y avait rien à discuter. Lui, le futur duc, avait déjà détruit cette organisation lui-même. Ailleurs, une servante apporta un repas à sa dame, lui faisant savoir que le repas était prêt. Sarah alla s'asseoir à table et remercia poliment la servante pour son travail. La femme partit sans se soucier des remerciements. Sarah avait l'air profondément malheureuse. Elle fixait la nourriture sans aucun intérêt, puis Belle entra et s'annonça. Il semblait ravi de la voir, et le visage de Sarah s'illumina aussitôt. Elle dit qu'elle s'était inquiétée parce qu'elle ne savait pas où il était allé.
Belle expliqua qu'il avait quelque chose d'important à faire et lui apporta aussi des cadeaux. Sur la table, il disposa un repas complet. Sarah était particulièrement heureuse de voir la tarte aux pommes et espérait qu'ils pourraient la manger ensemble. Mais Belle ne pouvait pas simplement profiter du moment. C'était la même nourriture médiocre qu'elle recevait toujours. Tout ça parce que même les serviteurs méprisaient les enfants de concubines, ce qui ne fit que le rendre plus déterminé à améliorer sa vie dès que possible. De retour dans la salle de réunion, la discussion se poursuivait. Le duc était impressionné que l'un de ses fils ait vaincu Karma seul. Pour lui, cela signifiait que Jin avait probablement déjà atteint le rang A. Comme prévu, son fils aîné était à un tout autre niveau. Jin s'assit alors à table et demanda si son père avait autre chose à dire. Le duc en avait. Le roi avait confié une autre mission à leur famille. Il devait escorter la princesse Rilkshire Tavalin. Elle passerait près du duché, et il devait s'assurer qu'elle atteigne sa destination en toute sécurité. Un chevalier demanda si la garde royale ne suffisait pas. Un autre souligna que la famille royale ne devait pas encore savoir que Karma n'était plus une menace, donc le chemin le plus sûr serait de passer par Rakata. Pendant qu'il en discutait, quelqu'un d'autre entra dans la salle. Belle leur demanda d'attendre avant de décider. Cela attira instantanément l'attention de tout le monde. Les chevaliers le reconnurent immédiatement. C'était Belle. Le duc ne put cacher sa satisfaction devant le talent de son fils, l'examen était donc déjà terminé. Belle montra son certificat et confirma qu'il était maintenant de rang C. Atteindre ce rang à son âge était incroyable. Le duc lui demanda alors pourquoi il avait interrompu la réunion. Belle dit qu'il voulait proposer un itinéraire différent pour la mission d'escorte. L'un des chevaliers fut choqué qu'un enfant ait quelque chose à ajouter. Belle expliqua que la route de Ricotta n'avait pas de monstres, ce qui était précisément la raison pour laquelle la zone était remplie de bandits, et que le voyage prendrait 3 jours. Un chemin différent serait meilleur. Un chevalier prévint que la zone était extrêmement dangereuse, mais Belle connaissait bien les monstres qui s'y trouvaient. La plupart étaient des chimères et des horreurs sombres. Comme les deux chassent la nuit, voyager de jour serait bien plus sûr. Cela réduirait également le voyage à une seule journée. Le chevalier dut admettre que Belle n'avait pas tort. Après l'avoir écouté, le duc vit que Belle était confiant et connaissait très bien les monstres. Maintenant, tout ce qui comptait était la décision finale, car Belle voulait ce travail pour lui-même et dit qu'il pouvait protéger la princesse. Cela fit hésiter le duc, qui se mit à réfléchir. Puis Jin intervint enfin, et toute la pièce devint tendue. Il exigea de savoir pourquoi ce bâtard parlait devant eux. Sa pression était si écrasante que même les autres se raidirent de peur. Belle avait presque oublié à quel point la présence de son frère aîné était effrayante. Malgré tout, il refusa de reculer. Il sortit son armement divin et dit qu'il était tout à fait sérieux, promettant qu'il pourrait escorter la princesse en toute sécurité quoi qu'il arrive. Curieux, Jin demanda si Belle pensait pouvoir l'arrêter. Belle répondit qu'un chevalier tient sa parole. Jin le rabroua et lui dit de se taire, agissant comme si les paroles de Belle étaient une insulte pour lui. Alors Razor, le secrétaire de Jin, et probablement un paladin de rang B à présent, s'avança. Jin, clairement intéressé, ordonna à son secrétaire de tester Belle. Razor invoqua également son armement divin, prêt à mater le garçon. Il avait l'intention de donner une leçon à cet enfant, ce fils de concubine. Même sans bouger, Belle restait parfaitement conscient de tout ce qui l'entourait. Le secrétaire s'avança, prêt à frapper le premier, et Belle réalisa que ce serait beaucoup plus difficile que prévu. Pourtant, il bloqua l'attaque nettement, ce que même Razor trouva impressionnant. Jin semblait également satisfait de ce qu'il voyait. Belle était rapide, mais il était encore bien trop tôt pour qu'il puisse battre un paladin de rang B. Puis le duc intervint fermement et mit fin à la confrontation. Il déclara que Belle se chargerait de la mission d'escorte. Razor demanda si le duc était vraiment sérieux. Mais comme Karma avait déjà été éliminé grâce à Jin, le duc dit que cela ferait une excellente première mission pour Belle. Belle s'inclina et le remercia, promettant qu'il n'échouerait pas. Jin continuait d'observer attentivement le garçon, arborant un sourire sombre qui suggérait qu'il avait autre chose en tête. La prochaine étape de Belle était le palais royal. C'était la première fois qu'il y allait, et il se dirigea droit vers la porte pour entrer. Le garde l'arrêta aussitôt et lui dit qu'il ne pouvait pas entrer comme ça. Belle se présenta, montra son certificat de paladin, et expliqua qu'il avait été chargé d'escorter la princesse. Il savait du mal à croire qu'un gamin aussi jeune soit déjà de rang C. Une fois son identité confirmée, ils le laissèrent passer. Même alors, le garde doutait encore qu'il puisse protéger son Altesse, mais Belle resta entièrement concentrée. Finalement, le carrosse de la princesse arriva. Elle lui jeta un regard et trouva son garde du corps mignon. Puis elle s'excusa et dit qu'elle n'aurait probablement pas besoin de son aide. Ailleurs, un homme sur un trône demanda si la princesse était déjà partie. Son serviteur répondit qu'elle devait déjà être en route. En plus de plusieurs gardes, le fils du duc faisait également partie de son escorte. L'homme avait entendu dire que ce fils était belle et qu'il n'était encore qu'un enfant. Pensant que le garçon devait être doué, il a dit à son serviteur de rester prudent et d'utiliser l'arme secrète si nécessaire. Le serviteur a révélé des lames cachées dans ses mains et a dit que ce ne serait pas nécessaire. Sa spécialité était de tuer les gens avant même qu'ils ne le remarquent. Pendant ce temps, la calèche continuait d'avancer. À l'intérieur se trouvait la princesse, Belle et les gardes. La mission semblait simple, mais elle était très importante, et la terminer était essentielle pour aider sa sœur.
Il y avait juste un problème. Belle se sentait complètement déplacée. Il était clair qu'il n'était pas le bienvenu. Essayant de ne pas paraître impoli, il a demandé pourquoi la princesse avait dit qu'elle n'aurait pas besoin de lui. Elle a marqué une pause avant de répondre qu'elle n'aimait pas dépendre des autres. Elle avait son propre armement divin et n'était pas aussi sans défense que tout le monde le pensait. Belle réalisa rapidement qu'elle était encore plus orgueilleuse qu'il ne l'avait prévu. La princesse reporta son regard vers l'extérieur. La ville continuait sa vie comme d'habitude. Pour une raison quelconque, cela a éveillé quelque chose en elle. Elle regardait avec une véritable excitation, et Belle aimait voir ce côté d'elle. Pourtant, son attention la mettait mal à l'aise. Il s'est excusé et a dit qu'elle lui rappelait beaucoup sa sœur, qui réagirait probablement exactement de la même manière à tout cela. La princesse a demandé s'il était proche, lui et sa sœur, et Belle a répondu que oui. Ils jouaient tout le temps ensemble. Comme Sarah était encore petite, leur jeu était des choses simples. La princesse a admis qu'elle avait de nombreux frères et sœurs, mais qu'elle ne pouvait faire confiance à aucun d'eux. Belle a deviné que c'était à cause des querelles de succession et a eu pitié d'elle. Il lui a dit que sa propre maison n'était pas très différente. Belle a dit que ses frères et sœurs les harcelaient parce qu'il était né d'une concubine, et avec sa mère partie, il ne restait personne pour les protéger. Cela a attiré l'attention de la princesse. Belle lui a dit qu'elle comprenait probablement aussi ce sentiment, et que si elle le voulait, elle pouvait lui en parler. Elle a immédiatement refusé. Elle refusait de dépendre de quiconque, surtout de lui. Puis elle a lancé sèchement qu'il ne savait rien de sa vie, et que faire comme si était impoli. Pendant ce temps, à l'extérieur des murs de la ville, quelqu'un surveillait la route. À la tombée de la nuit, ils ont atteint leur destination comme prévu, bien que le voyage ait épuisé la princesse. Les portes se sont ouvertes, et on l'a accueillie à l'intérieur. Pourtant, elle n'avait aucune idée de qui était le jeune homme qui la saluait. Il s'est présenté comme Peter, un chevalier de ce royaume, et a dit qu'il était heureux qu'elle soit arrivée. Belle a reconnu le nom, mais ne pouvait pas encore le situer. Il a aussi trouvé étrange qu'on les rencontre à l'extérieur de la ville, pendant que les gens derrière l'embuscade se préparaient, et que l'escorte de la princesse restait là. Il y avait plein de gardes aux alentours, mais Belle sentait toujours que quelque chose n'allait pas. Puis un poignard a volé vers eux. Belle savait que la princesse était exposée ici. Il a réagi immédiatement et a utilisé son armement divin pour la protéger. La princesse et ses gardes ont été pris au dépourvu. Une tentative d'assassinat avait commencé, et elle était clairement la cible. D'autres poignards ont volé, assez pour transformer cela en une véritable crise. Peter est également intervenu, utilisant son épée pour bloquer l'attaque. Il a déclaré que rien ne lui arriverait. En le regardant se battre, Belle a deviné que Peter était au moins de niveau B. Les assassins ont dû battre en retraite avant de terminer le travail. Peter a envoyé ses chevaliers à leur poursuite et a ordonné que la princesse soit emmenée à l'intérieur. Belle a été laissée dehors pendant qu'elle était escortée. Avant d'entrer, elle a jeté un regard nerveux en arrière. Une fois à l'intérieur, on lui a dit qu'elle était en sécurité, mais elle a insisté sur le fait qu'elle pouvait se protéger elle-même. Alors qu'un chevalier promettait de la garder, sa gorge a été soudainement tranchée. La princesse s'est figée d'horreur, puis la vérité l'a frappée. C'est Peter qui l'a fait. Maintenant, elle comprenait que la véritable menace avait été à ses côtés depuis le début. Peter a fixé le garde tombé. La mort de cet homme n'avait rien signifié. La princesse n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Peter lui a dit calmement qu'elle serait morte dans quelques instants. Malgré tous ses discours sur le fait de se défendre, elle ne pouvait rien faire. Peter s'est approché d'elle lentement. Elle avait si peur qu'elle ne pouvait pas invoquer son armement divin. Avec un sourire mauvais, Peter a laissé tomber toute la comédie. Maintenant, la princesse avait vraiment besoin que quelqu'un la sauve. Soudain, la fenêtre s'est brisée, et Peter a été pris au dépourvu. Un de ces hommes a été neutralisé, et celui qui a fait irruption était Belle, la dernière personne à laquelle l'un ou l'autre s'attendait. Belle s'est excusé d'être en retard. Il est entré par la fenêtre brisée et a fait face à la princesse. Puis il lui a dit qu'il s'occuperait du reste. Peter s'attendait à ce que les gardes à l'extérieur tombent dans le piège. Il n'aurait jamais pensé que Belle pourrait lui tenir tête jusqu'à ce que Belle se souvienne enfin de qui il était exactement. C'est à ce moment-là que Peter est devenu confus. Belle l'a appelé par son vrai nom, Von Riegel. Peter était stupéfait qu'un enfant connaisse ce secret. Belle connaissait même les détails de son armement divin, 2 ensembles alimentés par 3 dés de foudre. Avec ça, il avait déjà tué plusieurs comtes et même fait tomber un marquis. Impressionné et mal à l'aise, Peter a exigé de savoir comment Belle avait appris tout ça. Dans la vie passée de Belle, c'est lui qui avait traduit Peter en justice, il savait donc tout. Il ne s'attendait pas à ce que Peter cible la princesse cette fois-ci. Mais maintenant qu'il l'avait fait, Belle n'allait pas le laisser s'échapper. Même en tant qu'enfant, il rendait Peter nerveux. Peter a admis que cela devenait intéressant, mais il croyait toujours qu'aucun gamin ne pouvait battre un paladin de niveau B. Pour la plupart des gens, ce serait impossible. Mais contre Peter, Belle n'avait aucun doute. Irrité par cette confiance, Peter a juré qu'il le ferait regretter à Belle. Belle savait déjà que le premier mouvement de Peter serait de lancer ses armes, et comme par hasard, Peter a lancé une volée de poignards. Belle les a tous évités avec facilité. Il était prêt car il savait qu'une attaque cachée suivrait, une entaille en diagonale depuis la droite. Peter était choqué qu'aucune de ses attaques n'ait touché,
mais Belle savait déjà qu'il essaierait de frapper par derrière ensuite. Sa main était déjà prête à invoquer son armement divin. L'épée est sortie à temps, et Belle a bloqué l'attaque surprise. Il connaissait tout le schéma de Peter. Peter ne comprenait pas comment ce gamin pouvait suivre sa vitesse. Belle lui a dit qu'il pouvait mettre fin à cela quand il le voulait. Donc si Peter tenait à sa vie, il devrait se rendre. Cela n'a fait que rendre Peter furieux. Se sentant moqué, il jura de couper le garçon en morceaux, mais sa rage le rendait plus facile à lire. Il a frappé encore et encore, mais chaque coup a manqué sa cible. La princesse était stupéfaite. Belle avait l'air petit, mais il maîtrisait un tueur comme si c'était facile. Il a bloqué chaque attaque. En le regardant, la princesse réalisa qu'elle l'avait très mal jugé, puis l'anneau à son doigt commença à briller. Belle, à bout de patience, déclara qu'il allait en finir maintenant. Son coup suivant l'atteignit nettement. Peter fut blessé et forcé de revoir son approche. Il réalisa que Belle lisait tous ses mouvements. Tout comme son chef l'avait prévenu, ce gamin était soit incroyablement doué, soit il cachait quelque chose de plus. Peter ne pouvait donc pas se permettre d'être négligent, alors il décida d'utiliser son plus puissant atout. Belle l'a vu venir. Peter était sur le point d'utiliser sa capacité de barrière de lumière. Malgré tout, Belle a dit que ça ne le sauverait pas. Peter a pris cela pour de l'arrogance pure et simple. Puis il ouvrit une petite fiole. Même en sachant ce que c'était, Belle se crispa. Elle contenait les larmes du roi dragon. Peter l'a brisée sur le sol, et l'effet a agi comme un puissant stimulant. C'était un objet rare qui augmentait le mana de l'utilisateur pour une courte durée. Peter ricana que Belle regretterait d'avoir baissé sa garde. Il lança à nouveau ses dagues, mais cette fois-ci, elles étaient bien plus puissantes. Belle devait être prudent car des lames l'entouraient maintenant. Elle flottait dans les airs, l'enfermant de tous les côtés. Peter pensait que la victoire était enfin sienne car Belle était piégée à l'intérieur d'une barrière de lumière. La force souleva même Belle dans les airs. La princesse regardait, alarmée. Belle utilisa son bouclier et tenta de se libérer. Il concentra sa puissance pour briser la barrière, mais le vent qu'il créa n'était toujours pas suffisant. Peter n'avait pas encore fini. Ses dagues brillèrent plus fort, crépitant d'électricité. L'énergie se propagea à travers toute la barrière, et Belle se convulsa à l'intérieur. Peter dit qu'il en finirait rapidement. À moitié conscient, Belle réalisa qu'il ne pouvait pas perdre ici. Puis des flèches traversèrent soudainement la pièce, frappant les dagues qui brisèrent complètement la barrière. Ce n'est qu'à ce moment-là que Peter comprit ce qui s'était passé. La princesse avait enfin invoqué son armement divin. Belle risquait sa vie pour elle, et elle refusait de rester paralysée par la peur plus longtemps. Son interférence ne fit qu'enrager Peter davantage. Il se précipita sur elle pour finir le travail. La princesse se figea de nouveau, mais Belle n'avait besoin que de ce petit coup de pouce. Finalement, Peter réalisa qu'il avait des ennuis. Belle le frappa d'un coup net et profond. C'était suffisant pour le mettre à terre. Belle avait gagné. Peter s'effondra et ne bougea plus. Après avoir repris son souffle, Belle demanda si la princesse était blessée. Elle le regarda tristement, mais ne dit rien. Au lieu de cela, elle s'approcha de lui. Touchant son visage, elle fit remarquer qu'il était le seul dans la pièce à avoir été blessé. Elle s'excusa, disant qu'il avait été entraîné dans sa lutte pour la succession. Belle lui dit que ce n'était rien et qu'elle était vraiment aussi forte qu'elle le prétendait. Elle répondit qu'elle n'était pas aussi forte que son garde du corps. Reconnaissante pour tout, elle promit que s'il avait un jour besoin d'elle, elle prendrait sa défense. Belle s'agenouilla et remercia la princesse. Elle le regarda avec une admiration évidente. Puis elle retira l'anneau de son doigt et le lui donna en signe de remerciement et d'amitié. Belle savait exactement ce que c'était. Cet anneau n'était pas un cadeau ordinaire. Enfin, la mission était terminée, et personne n'était mort. De retour chez lui, Belle fut conduit devant le duc. Le duc entendit le rapport complet sur la mission d'escorte. Belle dit qu'il l'avait accompli avec succès, mais le duc sentait qu'il y avait plus à l'histoire. Sur la main de Belle se trouvait l'anneau de Salomon, un cadeau de la princesse comme preuve de sa confiance. C'était l'un des trésors de la famille royale, un puissant artefact de mana. Le duc avait du mal à croire que Belle ait reçu quelque chose de si précieux, et maintenant il semblait encore plus impressionnant qu'avant. Le duc ne pouvait cacher sa satisfaction. Il annonça à Belle qu'il serait inscrit à Athènes immédiatement. Belle ne s'y attendait pas du tout. Athènes était une académie d'élite pour paladins réservée aux nobles. La plupart des membres de la famille de Belle étudiaient avec des précepteurs privés. Par tradition, seuls ceux ayant une chance réelle d'hériter de la maison y étaient envoyés. Cela signifiait que Belle faisait désormais partie de la course pour devenir l'héritier. Le duc lui ordonna de continuer à s'entraîner jusqu'à ce qu'il reçoive des nouvelles sur le début des cours, mais Belle avait encore quelque chose à dire, et son père lui demanda ce que c'était. Belle se tenait fermement devant lui. Il avait une requête à faire. Puis les portes s'ouvrirent, et Belle était déjà hors de la salle avec sa sœur, qui était ravie. Elle n'arrivait pas à croire que c'était vraiment sa nouvelle chambre. Même le lit était beaucoup plus confortable maintenant. Le duc l'avait approuvé lui-même. Il voulait qu'il déménage dans la maison principale pour que les autres les traitent avec plus de respect. Sa sœur pouvait à peine contenir son excitation. Puis elle remarqua que sa main avait l'air différente. Il y avait une petite coupure dessus. Il lui dit qu'il s'était blessé lors de sa dernière mission. Cela l'inquiéta un peu. Pourtant, cela ne dura pas longtemps. Ils se remirent à jouer, et cela lui remonta aussi le moral.
Désormais, Syrah serait en sécurité et bien soignée. Maintenant, il devait penser à son propre avenir. Dans 5 ans, une catastrophe surviendrait. Sa sœur pourrait être à nouveau en danger, il lui fallait donc des réponses, et il devait trouver le responsable. Pour ce faire, il devait devenir l'héritier de sa famille. Plus tard, un des serviteurs de Jin vint faire un rapport et attendit la permission de parler. Jin ne leva même pas les yeux de sa peinture. Toujours concentré, il écouta le serviteur rapporter que le frère illégitime serait envoyé à l'Académie des Athènes. Personne n'y était allé depuis Jin lui-même, donc le serviteur pensait qu'il devrait se débarrasser de Belle immédiatement. Jin n'était pas intéressé. Il mit finalement la peinture de côté. Pour l'instant, il a dit que son frère n'était pas une menace. En fait, que Belle devienne plus fort l'aiderait. Il y avait quelque chose que Jin appréciait bien plus. Le serviteur parut confus. Jin a montré sa véritable nature tordue. Il aimait écraser les gens seulement après qu'ils se soient pleinement développés, pour que tout se passe comme il le voulait. Même après avoir entendu cela, le serviteur pensait toujours que c'était dangereux. Belle possédait déjà plusieurs armes divines et avait battu un paladin de niveau B. Par précaution, le serviteur estimait qu'il devait frapper maintenant. À ce moment-là, Belle s'entraînait dehors. Il voulait affûter ses capacités spéciales avant d'entrer à l'académie. Le problème était qu'il devait chasser beaucoup de monstres pour y parvenir. Puis, dans le reflet de son épée, il aperçut le serviteur de Jin venir vers lui et resta sur ses gardes. L'homme s'approcha et parla poliment. C'était la dernière chose que Belle attendait de quelqu'un du camp adverse. Comme il savait exactement qui l'homme servait, Belle lui demanda pourquoi il était là. Le serviteur dit qu'il était venu s'excuser pour ce qui s'était passé auparavant. Pointer une lame sur l'un des fils du duc avait été irrespectueux. Pendant une seconde, Belle se demanda si l'homme pouvait être quelqu'un de bien et lui dit de ne pas s'en préoccuper. Le serviteur le remercia de sa compréhension. Puis il ajouta qu'il y avait autre chose. Belle garda son épée en main. Le serviteur lui demanda s'il voulait se joindre à une mission de soumission de monstres. C'était une offre étrange. Il expliqua que Jin et les autres paladins étaient occupés par autre chose. Après avoir vu les compétences de Belle, il dit qu'il voulait l'aider à s'améliorer. L'invitation semblait suspecte. Belle ne pouvait pas simplement refuser, mais il savait qu'il devait rester prudent. Malgré tout, il accepta. Le serviteur le remercia chaleureusement, tout en prévoyant de le tuer pendant la mission. Belle demanda où ils allaient. La réponse fut un endroit reculé appelé Ika. Belle savait exactement ce que cela signifiait. Il avait presque oublié, mais cet endroit était parfait pour une manière spéciale d'augmenter son mana. L'ambroisie était un objet rare qui pouvait l'augmenter de façon permanente. Bientôt, le carrosse partit pour la chasse aux monstres. À l'intérieur, Belle avait hâte de tuer des monstres et peut-être de trouver de l'ambroisie aussi, mais ce ne serait pas facile. Pour l'obtenir, il devait entrer dans un donjon caché. Heureusement, il savait où s'en trouvait un. Il apparaîtrait près de la ville nommée Etoka. À leur arrivée, il faisait déjà nuit, alors ils avaient besoin d'un endroit où loger avant que le serviteur ne donne les détails. Leur cible était un groupe de Léviathans. Plusieurs avaient été signalés dans la région, et c'étaient des monstres de niveau C. Comme il était tard, ils commenceraient à l'aube après s'être reposés. Belle dit qu'il se dirigeait vers sa chambre. Tandis qu'il montait, le serviteur le regarda. L'homme pensait que Belle était un imbécile qui n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Il prévoyait de faire passer sa mort pour un accident. Peu importe le talent de Belle, il n'était que de niveau C, une proie facile. Une fois dans sa chambre, Belle supposa que Razor dormait probablement déjà. Il invoqua son bouclier, puis utilisa la magie du vent dessus à travers la fenêtre. L'artefact se transforma en plateforme volante, et il se dirigea vers le donjon caché dans la forêt des monstres. Lui et son maître l'avaient trouvé il y a longtemps, et personne d'autre ne savait où il se trouvait. Finalement, il atterrit. Le bouclier disparut, et Belle repéra une petite entrée. Pensant avoir trouvé le donjon, il entra. Peu de temps après, il trouva une immense porte. C'était exactement ce qu'il voulait. Les donjons cachés sont classés par couleur, bleu pour le niveau A, vert pour le niveau B, et en terminé un donne de l'ambroisie correspondant au rang du donjon. Ça aiderait beaucoup. Alors Belle se prépara à entrer. D'abord, il devait vaincre le boss. Dans sa vie passée, il avait affronté ce donjon en étant seulement de niveau D, même si son maître l'avait prévenu que c'était trop tôt. Même maintenant, ce serait peut-être encore difficile, mais la peur n'était pas suffisante pour le faire reculer. Il tendit la main vers la porte. En la traversant, une seule pensée lui resta en tête. Il devait devenir plus fort rapidement. À l'intérieur, il combattait déjà le premier monstre. Ça n'avait pas l'air si difficile au début. Belle observa attentivement le chevalier fantôme. Il était prêt à lui foncer dessus à nouveau. Ses attaques étaient rapides et vives, mais Belle continuait de les bloquer. Tout en se défendant, il trouva une ouverture et frappa quand le chevalier fut exposé. Pourtant, le coup ne fut pas suffisant. Au lieu de ça, l'impact projeta Belle en arrière. Il avait besoin d'une autre arme, alors il sortit le marteau. Il lui asséna un coup puissant, mais la créature ne subit aucun dégât. Les attaques normales ne pouvaient pas briser cette armure. Il devait changer de tactique. Repassant à son épée, il fit briller la lame. Cette fois, il attaqua avec de la magie. Les coups portèrent, mais l'armure ne se brisait toujours pas. Il n'avait jamais rien combattu de tel auparavant, et le fait d'être seulement de niveau C aggravait les choses.
Le chevalier fantôme le pressa de nouveau. Acculée, Belle devait trouver quelque chose rapidement. Si cette armure était si solide, alors elle devait avoir une faiblesse, et Belle pensait l'avoir trouvée. Une balle enrobée de mana devrait fonctionner. Il ajouta le cracheur de feu à l'attaque et commença à charger le tir. Le chevalier fantôme continuait de se rapprocher. Plus que 2 secondes, l'ennemi entra à portée de frappe. Juste avant qu'il ne puisse le frapper, la charge fut terminée. Belle tira sur l'armure, et cette fois, ça fonctionna. L'explosion brisa l'armure. La créature tomba, vaincue. Belle tomba aussi, renversée par le recul. Quand ce fut terminé, il laissa échapper un long soupir, c'était donc ça la faiblesse. Une attaque magique, assez puissante pour percer. Sans une arme divine comme la sienne, il aurait eu de vrais problèmes. Si même ceci était si difficile, le boss devait être terrifiant. Néanmoins, les donjons cachés en valaient la peine car les monstres pouvaient laisser tomber des objets rares. Une potion a restauré son endurance et son mana, alors il l'a bu immédiatement. Puis il a continué d'avancer. Il a foncé, abattant chaque monstre sur son chemin jusqu'à ce qu'il atteigne enfin son objectif. Derrière cette porte géante se trouvait l'ennemi le plus puissant. Belle ne savait pas si ce serait un démon ou un énorme serpent, mais il était sur le point de le découvrir. Il entra dans la dernière salle. On aurait dit une arène. Puis il entendit quelque chose. Une ombre en forme de chevalier apparut, et le corps de Belle se tendit aussitôt. La pression était écrasante. Le monstre devant lui était clairement d'un autre niveau. Ses yeux brillaient d'un rouge sang vif. Le chevalier s'approcha lentement. Ce devait être le boss du donjon. Belle se prépara et resta sur ses gardes. Le chevalier fantôme jeta un coup d'œil à son épée, puis la déplaça d'un mouvement sec. L'attaque commençait. Belle n'avait qu'un instant pour réagir, sinon le combat se terminerait là. Ce qui suivit fut dévastateur. Belle parvint à prendre de la distance, mais il dut continuer à esquiver coup après coup. Un seul coup net le tuerait. La créature se retourna de nouveau contre lui, le forçant à bondir en arrière. Cela lui donna l'occasion d'invoquer son épée. Maintenant, il pouvait riposter. Il trouva une ouverture et taillada le dos du chevalier fantôme, mais l'armure était encore plus résistante qu'il ne l'avait prévu. La percée ne serait pas facile. Il n'y avait pas le temps de réfléchir. Il se concentra sur l'esquive et revint au seul plan qui avait fonctionné auparavant. Fire Spité était toujours sa meilleure option. Cette fois, il le chargerait plus longtemps, 5 secondes complètes. Il avait juste besoin d'un peu plus de temps. Dès qu'il fut prêt, il tira sur le chevalier fantôme, espérant que cela mettrait fin au combat. L'explosion vola droit sur la cible et la toucha de plein fouet. Mais au grand choc de Belle, cela ne fit rien. Puis il repéra une étrange marque sur le torse du chevalier. Sa résistance à la magie était absurde. Belle était de nouveau acculé, ne survivant que parce qu'il était assez rapide pour continuer à esquiver. Ayant besoin de plus de protection, il sortit aussi son bouclier. Cela lui permit de bloquer un coup direct, mais la force derrière était terrifiante. Ses mains tremblèrent alors qu'il remarquait que quelque chose avait changé. Le chevalier fantôme avait changé de tactique. Cette fois, l'attaque vint d'en haut, un coup fatal. Belle devait bouger immédiatement. L'épée du chevalier noir s'écrasa sur le sol et brisa le plancher de l'arène. La poussière explosa partout, et le monstre le perdit de vue. Un instant plus tard, Belle réapparut bien plus loin. Il n'avait pas assez de mana pour briser cette armure. Puis il remarqua que la poussière cachait son ennemi jusqu'à ce qu'une lueur commence à se former. Un frisson le parcourut. La créature avait lancé son épée droit sur lui. Belle leva son bouclier juste à temps pour éviter d'être tué. La lame rebondit et traversa l'arène. Puis il réalisa que cette attaque n'était pas la fin. Le lancer n'était qu'une feinte. Le vrai coup vint de derrière. Il n'avait aucun moyen de l'arrêter. Le coup le percuta, et la douleur déchira son corps. Belle s'écrasa au sol au pied du monstre. N'ayant pas encore fini, il tenta de l'écraser sous son pied. Même épuisé, Belle esquiva de justesse à nouveau. La seule raison pour laquelle il pouvait encore bouger était l'élixir. Sans ça, il aurait déjà perdu, et maintenant il n'avait plus rien sur quoi compter. Pendant ce temps, la créature avait récupéré son épée. Sans aucun moyen évident de gagner, Belle décida de tenter le tout pour le tout. Son bouclier était la chose la plus lourde qu'il possédait. Cela lui donna une idée. S'il utilisait la magie du vent, il pourrait peut-être le lancer assez fort. Pour une fois, le bouclier devint une arme. En fait, c'était maintenant son projectile le plus puissant, mais son plan faillit échouer. Le chevalier fantôme esquiva d'une manière que Belle n'avait pas anticipée, et il se retrouva complètement à découvert. Rien ne pouvait plus arrêter cette épée. Piégé, Belle savait qu'il ne pourrait pas esquiver celle-ci. Et sans son bouclier, il n'y avait plus rien pour le protéger. Son seul espoir était que la trajectoire du bouclier change d'une manière ou d'une autre. Puis, à la surprise de la créature, le bouclier fit une courbe et la frappa. Cela donna à Belle juste assez de temps pour passer outre la lame. Il se précipita aussitôt. Cette fois, il changea d'approche. Utilisant son marteau, il visa à enfin percer sa défense. Le chevalier fantôme le vit venir, mais il ne put l'éviter. Le coup atterrit avec une force écrasante. La créature tomba, et Belle se tenait là, haletant après ce combat brutal. Lancer le bouclier avait été un risque énorme, mais ça a marché. Maintenant, il n'avait plus qu'à poignarder ce qui se trouvait à l'intérieur de cette armure. Mais il hésita trop longtemps, et le chevalier se releva.
Le combat n'était pas encore terminé. Soudain, les plaques d'armure commencèrent à tomber, révélant la vraie forme de la créature, quelque chose que Belle ne comprenait toujours pas. Puis le monstre attrapa un loquet sur la garde de son épée et en sortit ce qui ressemblait à une autre arme. C'était en fait un verrou. Son épée était encore dans son fourreau. Ce n'est que maintenant que sa véritable arme était révélée. Belle n'avait jamais rien vu de tel, et il avait maintenant un ennemi encore pire en face de lui. La créature devint soudainement beaucoup plus rapide, et Belle put à peine suivre avant d'être projeté contre le mur. La douleur déchira tout son corps. Quand il toucha le sol, il sentit qu'il ne pouvait plus se battre. Pourtant, la créature continuait de se rapprocher. Ses sens s'estompaient, et le boss s'avança pour l'achever. Même sans presque plus de force, Belle se força à se relever. Il savait que s'il restait à terre, il mourrait ici. Soulevant à peine la tête, il vit un coup de taille venir vers lui, mais l'attaque fut arrêtée. Il avait utilisé le gantelet. Finalement, la chance de la créature avait tourné. Le monstre ne pouvait pas comprendre. Belle semblait épuisé, pourtant il a aussi invoqué son épée. Pour la première fois, il a repoussé l'ennemi. Maintenant, la vraie bataille commençait. Ils s'échangeaient coup pour coup. Tous deux étaient devenus plus rapides, et le combat s'est étendu à toute l'arène. Sans l'armure, le monstre était en fait plus fort. Mais même cela n'était pas suffisant contre Belle. Avec la puissance du gantelet, il croyait pouvoir en finir maintenant. Puis la marque sur le monstre changea de couleur et devint rouge vif. Belle a frappé, mais son épée a traversé une image rémanente. Il a su instantanément qu'il avait manqué et a à peine eu le temps de se mettre en garde pour bloquer la contre-attaque. Ce changement de couleur avait rendu la créature encore plus rapide, et Belle était de nouveau sous pression. Pourtant, il n'avait pas encore perdu, et pour gagner, il avait besoin de plus de puissance. Mais plus il puisait de puissance, plus cela devenait dangereux. Cette force était addictive. Une silhouette difforme apparut dans son esprit, et Belle comprit la vérité. Le gantelet était maudit. Pour obtenir sa pleine puissance, il devait offrir son âme, et il était sur le point d'accepter. Une aura sombre l'enveloppa, et il commença à perdre le contrôle. Il avait l'impression de disparaître lui-même. L'entité lui murmura qu'il avait besoin de puissance maintenant. Toute sa douleur venait de sa faiblesse. Cette faiblesse était la raison pour laquelle les autres l'avaient toujours écrasé et pourquoi il avait même perdu la vie. Elle lui dit qu'il devait en avoir assez de la faiblesse et qu'il était temps de prendre ce qu'il voulait par la force. Peu à peu, Belle s'éloignait de plus en plus. Voyant l'ouverture, la créature s'avança pour le tuer, mais la puissance de Belle avait déjà changé. Leurs lames se rencontrèrent d'égal à égal, et le choc provoqua une onde de choc féroce. À ce moment, une seule chose le motivait, une fin de destruction. Il ne se souciait même plus de gagner. Il voulait juste tout détruire. La créature était la première. Après ça, il détruirait tout ce qui se trouverait sur son chemin. Mais juste avant de se perdre, Belle se souvint de sa sœur. Cette pensée ramena une étincelle de raison. Il combattait toujours cette créature puissante, mais il savait qu'il ne pouvait pas payer ce prix. Sa sœur l'attendait toujours. Il ne se battait pas pour tuer. Il voulait du pouvoir pour une seule raison, protéger sa sœur. Cette pensée lui permit de reprendre le contrôle de lui-même. Il était maintenant temps d'abattre la créature et de revendiquer son pouvoir. Aegis était incroyablement fort. Belle repoussa le boss du donjon avec facilité. L'entité le tenta à nouveau, lui offrant encore plus de pouvoir s'il acceptait de lui livrer son âme. Même en luttant intérieurement, Belle choisit de continuer à se battre, et la créature chargea sur lui aussi. Tous deux lancèrent de lourdes attaques, puis s'affrontèrent dans une autre rafale de combat rapide. La créature essaya de le surprendre avec une attaque de mana, mais Belle fut plus rapide. Il fit tomber l'arme de sa main et lui trancha un bras. Cela mit fin à toute chance réelle qui lui restait, et Belle trouva enfin l'ouverture dont il avait besoin, coupant la créature en deux. Enfin, le monstre était fini, et le vainqueur était Belle. La puissance déferlait encore en lui alors qu'il regardait la créature morte commencer à se désagréger. La bataille terminée, il put enfin retirer le gantelet maudit. Cet ennemi l'avait poussé à bout, et il avait failli se perdre. Il savait qu'il devait éviter d'utiliser le gantelet autant que possible. Puis une petite fiole apparut devant lui. C'était ce qu'il était venu chercher, l'ambroisie. S'il la buvait, son mana atteindrait le niveau d'un paladin de rang B, assez pour utiliser les pouvoirs de son armement divin. Il n'avait jamais vu d'ambroisie auparavant, il était donc nerveux. Pourtant, s'il voulait un avenir meilleur, il devait la boire. Au début, rien ne se passa. Puis son mana commença à augmenter rapidement. C'était incroyable. Il avait atteint le niveau B en un instant. Puis la douleur frappa. Elle était si intense qu'il pouvait à peine la supporter. Sa poitrine palpitait, et tout son corps semblait être en feu. Le fourreau à sa taille se mit à briller. Ne sachant pas ce qui se passait, Belle s'effondra et perdit connaissance. Quand il se réveilla, il était allongé au milieu d'un cercle magique, encore secoué. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. On aurait dit un autre monde. Puis un homme l'accueillit et lui dit qu'il s'était enfin réveillé. Belle réalisa que cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas vu. Même avec la capuche cachant son visage, Belle savait qui c'était. Il ne pouvait pas se tromper, c'était son maître. Il n'était pas seul là non plus. Une fille portait un marteau. Un autre homme caché portait le gantelet, et il y avait aussi un chevalier avec une épée. Tous accueillirent chaleureusement Belle.
Il n'avait jamais entendu parler de quelque chose de semblable auparavant. C'était la dimension des âmes. Revoir son élève rendit l'homme profondément ému, et Belle était heureux aussi. Le nom de son maître était Régis, celui qui lui avait donné Avalon. Régis avait aussi été le propriétaire original du bouclier des Achilles. Le revoir si soudainement signifiait beaucoup pour Belle, mais il était aussi confus. Puisqu'il était retourné dans le passé, il ne comprenait pas comment Régis se souvenait encore de lui. Régis expliqua qu'il avait observé Belle depuis cet endroit et qu'il avait vu sa mort ainsi que sa réincarnation. Cette réponse ne fit qu'attiser la curiosité de Belle sur l'endroit où il se trouvait. Régis dit que cet espace existait à l'intérieur même des Avalons, l'endroit où les armements divins étaient conservés, ainsi que les âmes de tous leurs anciens porteurs. Belle en fut stupéfait. Puis il demanda ce qui était arrivé au vrai corps de son maître. Régis dit qu'il était probablement quelque part dans les montagnes, profitant de sa retraite. Avalon se liait aux âmes de ses utilisateurs, et quand Belle l'a transporté à travers le temps, il a perdu sa connexion avec lui. Malgré tout, la conscience de Régis resta liée à son corps. Belle devina rapidement que Avalon avait dû le renvoyer dans le passé, mais Régis n'était pas sûr. Autant qu'il sache, l'armement ne pouvait pas faire ça. Belle ne s'attendait pas à ce que même son maître soit incapable de l'expliquer. Néanmoins, Régis lui dit qu'il avait bien fait de protéger sa sœur. Il a félicité Belle pour cela, et Belle s'est sentie gênée de l'entendre. Puis il a demandé pourquoi on l'avait amené ici. Régis était sur le point de s'expliquer, mais l'une des autres âmes s'est avancée. Il s'est plaint qu'il prenait trop de temps et a dit qu'il voulait parler aussi. Son nom était Riven, le manieur des cracheurs de feu. Régis lui a dit qu'il n'avait pas fini de parler avec son élève, mais l'homme lui a juste dit de se détendre un peu. Il n'était pas un golem de pierre. Belle ne pouvait que regarder, complètement désorienté. Il s'est présenté au 6e successeur et a dit qu'il était ravi de le rencontrer. Le garçon marqua une pause, pensif. Quand il a essayé de serrer la main de l'homme, il a réalisé que c'était juste une farce. Riven était incroyablement décontracté. Le garçon ne savait pas du tout comment réagir à ça. Voir sa confusion n'a fait que faire rire Riven davantage. Il a qualifié le 6e successeur de plutôt innocent, puis Charlotte est intervenue. Elle a fait remarquer que le nouveau venu s'habituait encore à tout. Riven a balayé ça d'un revers de main comme une blague inoffensive et a demandé si Haru était d'accord, mais Haru était bien trop timide pour répondre. Même en tant que 4e successeur, il les suppliait silencieusement de ne pas lui parler, tandis que Charlotte rappelait à tout le monde que Riven adorait taquiner les gens. Riven lui a dit de ne pas s'énerver autant, plaisantant que la colère gâcherait sa beauté et lui donnerait des rides. Charlotte n'était pas du tout amusée. Leur maître a essayé de les calmer, mais Charlotte n'était clairement pas satisfaite de l'attitude de Régis. Avant qu'elle ne puisse répliquer, Riven continuait de faire l'idiot. Pour le garçon, c'était étrange de voir son maître agir de manière si détendue, ce qui ne faisait que prouver à quel point ses prédécesseurs étaient vraiment impressionnants. Il avait déjà entendu dire qu'il était des héros légendaires qui combattaient le mal. Puis l'épéiste a dit à tout le monde de se concentrer, et Adam, le premier successeur, a déclaré que cette réunion avait un véritable but. Ils avaient appelé le garçon dans cette dimension pour le prévenir. En entendant cela, il a demandé quel était l'avertissement. Le 6e successeur devait apprendre à utiliser correctement ses armes divines. Cela l'a pris par surprise. Lorsque les armes divines sont pleinement éveillées, elles libèrent d'énormes quantités de mana. S'il débloquait ce pouvoir maintenant, son corps pourrait ne pas y survivre. C'est pourquoi il avait eu si mal. Il devait attendre que son corps mûrisse avant de libérer ce pouvoir. Mais le garçon ne pouvait pas se permettre d'attendre. Il était sûr qu'il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Il avait besoin de toute la force qu'il pouvait obtenir pour protéger sa sœur. Adam a vu qu'il ne reculerait pas, il n'y avait donc qu'une seule façon de régler ça. Il a décidé de le tester en l'écrasant sur le champ. Adam s'est déplacé si vite que le garçon a dû réagir immédiatement. Puis il a réalisé que Adam était déjà derrière lui. Le coup du plat de l'épée l'a frappé. Adam voulait lui faire comprendre qu'il était encore trop immature, mais il ne s'attendait pas à ce que le coup soit bloqué. Cela a fait reconsidérer Adam. Le garçon avait beaucoup mûri grâce à ses récents combats. Peut-être qu'il était vraiment prêt. Cependant, il devrait d'abord commencer par maîtriser l'épée. Tous les successeurs attendaient ce moment. Le garçon a demandé si cela signifiait que Adam l'avait enfin accepté. Adam a dit oui. S'il se limitait à un seul pouvoir, il pourrait peut-être le supporter. Il lui a donc donné la permission de débloquer les capacités de rang B de Caliburn. Le reste, y compris les pouvoirs de rang A, viendrait plus tard, et ses capacités étaient d'un tout autre niveau. Le garçon a dit qu'il les débloquerait tout de suite. Adam semblait apprécier cette détermination. Riven, toujours en train de plaisanter, a souhaité bonne chance au numéro 6. Tous espéraient qu'il serait capable de protéger sa petite sœur. Même le jeune homme silencieux veillait sur lui. Ils garderaient tous un œil sur lui depuis l'ombre. Il était maintenant temps pour le garçon de retourner dans son corps. Il s'est réveillé dans le donjon. La douleur avait disparu, mais une étrange sensation persistait. Et en sentant la puissance de l'épée, il était impatient de la tester sur les monstres. Fraga savait déjà ce que cette épée pouvait faire. Pour atteindre les monstres, il devait voyager en bateau. Et à mi-chemin du voyage, le jeune homme a prévenu que des léviathans apparaîtraient bientôt. Cela signifiait qu'il était temps de se préparer au combat. Ce qu'il ne savait pas,
c'est que tout le monde là-bas complotait contre lui. Même le barbier en faisait partie. Le garçon sentait déjà que cette mission était louche. Pourquoi envoyer un chevalier de Rambé pour tuer des créatures de Rancé, et pourquoi ce chevalier aurait-il besoin d'aide? Quelque chose était clairement planifié, et il savait qu'une attaque surprise serait dangereuse. Il a donc continué à surveiller l'homme sans baisser sa garde. On leur a dit qu'il approchait, mais la zone était encore trop calme. Puis il a remarqué que le jeune homme avait sorti un couteau. Le protagoniste a serré l'huile fermement. Après s'être coupé le bras, l'homme a dit qu'il devait d'abord attirer les créatures. Il a utilisé son sang comme appât, disant que cela les rendrait folles. Il avait raison. Une créature est apparue presque immédiatement, puis plusieurs autres ont suivi, bien plus que ce à quoi il s'attendait. Comme ce n'était que des monstres de Rancé, le protagoniste a suggéré de se séparer pour protéger le bateau, mais l'autre homme a refusé de laisser le garçon seul. Déjà méfiant, le garçon a demandé pourquoi. C'est alors que l'homme a finalement montré son vrai visage et a clairement fait comprendre que le garçon était la cible. Il a attaqué immédiatement. Un fouet s'est enroulé autour de la jambe du protagoniste, et il a su tout de suite qu'il avait des ennuis. Celui qui l'a piégé était l'un des bateliers. Puis l'homme a retiré sa capuche. Il a maintenu le fouet tendu. C'était Spencer, quelqu'un que le protagoniste connaissait bien, et l'autre jeune homme l'a pressé de terminer le plan. En utilisant la force brute, Spencer a soulevé le protagoniste dans les airs. Avec une jambe gelée, il n'y avait aucune chance que cela se termine bien. Il a été projeté directement dans la mer, et Spencer n'avait pas encore fini. Il a utilisé son pouvoir pour étendre encore plus la glace. Cela a rendu beaucoup plus difficile pour le garçon de retourner au bateau, puis la glace a commencé à couler avec lui. Il s'attendait à ce que les créatures en dessous l'achèvent. Pour eux, il était déjà tombé au combat, et les monstres s'assuraient qu'il reste au fond. Le garçon avait désespérément besoin d'air, et pour remonter, il a pensé à utiliser son bouclier. Comme il pouvait créer du vent, cela pourrait le sortir de là, alors il a utilisé la magie pour créer de l'air. En utilisant l'intérieur du bouclier, il a réussi à reprendre son souffle. Il ne s'attendait pas à ce que ces deux-là s'allient pour le trahir. Il s'était méfié de Razor, mais il ne savait pas qu'il y avait aussi un autre traître. La surface autour du bateau était gelée, et ce n'était même pas son pire problème. Trop de monstres rôdaient dans les parages. D'abord, il devait s'occuper de sa jambe piégée. Son bouclier devrait suffire pour briser la glace. Enfin, il se libéra, mais sa cheville était blessée. Ça a dû arriver quand le fouet l'a lacéré. Les monstres sentirent son sang, et il invoqua instantanément son épée. Il était en infériorité numérique, mais c'était aussi une occasion parfaite de s'entraîner. C'était son premier grand test depuis sa renaissance, et il pouvait enfin utiliser le pouvoir qu'il venait d'acquérir. Il a d'abord visé l'une des créatures. L'épée se mit à briller. Une décharge d'énergie jaillit, et d'autres épées de lumière se formèrent autour de lui, anéantissant la menace. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas utilisé ce pouvoir. Il invoqua la formation de la lame stellaire. Maintenant, il pouvait enfin profiter de la chasse. D'autres créatures se précipitèrent sur lui, mais les épées volantes les interceptèrent. Elles foncèrent droit sur leur cible. C'était le vrai pouvoir de Caliburn. Elles pouvaient invoquer des épées brillantes qui volaient d'elles-mêmes et coupaient aussi nettement que la vraie lame. Avant longtemps, les créatures seraient anéanties. Les choses n'étaient pas faciles non plus à la surface. Ils essayaient toujours de tuer les monstres en utilisant les eaux gelées comme appui. 5 minutes s'étaient écoulées depuis la trahison. À présent, ils étaient sûrs que le garçon était mort. Spencer fit l'éloge de Razor, disant que le plan avait été brillant. De plus, Razor découpait les monstres avec aisance et se disait être à un tout autre niveau. Il était content que le garçon soit resté de son côté, sinon il serait mort comme les monstres. Pourtant, il pensait que le gamin aurait pu être utile. Puis la glace sous ses pieds se mit à se fissurer. Alors que la fissure s'étendait, il s'approcha pour voir ce qui se passait. Au lieu de cela, il fut soudainement attaqué. L'autre jeune homme était abasourdi. Quelque chose d'énorme s'était produit sous les hauts. Un trou immense s'ouvrit au milieu de la glace. C'était une très mauvaise nouvelle. Une créature gigantesque surgit, prête à les dévorer. Un de ses tentacules jaillit hors de l'éau. Il devait bouger vite pour éviter d'être attrapé. Ce monstre était de Rambé, le genre qui nécessitait normalement plusieurs paladins du même rang pour être vaincu. Une seule erreur pouvait lui coûter la vie, et la créature avait plus d'une façon d'attaquer. Elle lança un barrage de projectiles sur lui. Le chevalier les esquiva tous. Maintenant, il devait faire face aux tentacules qui se refermaient. Il savait qu'un faux mouvement pouvait aussi le tuer. Plus vite il en finissait, meilleures étaient ses chances de survie. Son armement divin lui permettait d'infuser du mana dans ses armes et de le libérer à chaque coup. En raison de la simplicité de son fonctionnement, ses explosions frappaient incroyablement fort. Il pensait qu'une seule attaque nette suffirait à abattre la créature, mais le monstre était plus malin qu'il ne le croyait. Le chevalier déchaîna finalement son coup le plus puissant, l'abattant droit sur la bête, mais le résultat ne fut pas du tout celui qu'il attendait. La créature avait bloqué le coup avec le corps d'un autre monstre, ce qui a rendu le combat encore plus difficile pour lui. Maintenant, son ennemi était complètement enragé. Sa vie était vraiment en jeu. Il devait se replier vers le bateau. Avec la glace brisée, il n'avait plus rien sur quoi se tenir et aucun moyen de s'approcher de la créature. Et maintenant, tous les autres monstres dans les eaux étaient un autre problème.
Ils se mirent à sauter sur le bateau, essayant de tuer tout le monde à bord. Cela l'obligea à se concentrer sur eux. À cause de cela, il ne remarqua pas un tentacule arriver jusqu'à ce qu'il le frappe violemment au visage. Ses armes n'étaient pas faites pour combattre de nombreux ennemis à la fois. Pire encore, le champ de bataille ne lui donnait aucun avantage, et il ne pouvait pas simplement abandonner le bateau. Il regarda au loin alors que de plus en plus de monstres se rassemblaient autour d'eux. Plus il restait là, plus cela devenait mortel. Mais ce qui apparut ensuite fut encore plus choquant que les monstres. Le protagoniste sortit de Léo, alors que tout le monde le croyait déjà mort. Mais il arriva alors en planant sur son bouclier, abattant d'autres monstres. Le protagoniste remarqua que le traître était en difficulté, et Razor voulait juste savoir comment le garçon était encore en vie. Même après avoir été trompé, Belle choisit quand même d'aider. Razor, cependant, n'avait aucune foi en lui. Pour lui, cette bête géante était un monstre de niveau B, bien au-delà de ce que le garçon pouvait gérer. Mais Belle était prêt à lui prouver le contraire. Plus il s'approchait, plus les tentacules venaient vers lui. Pourtant, il n'y allait pas à l'aveuglette. Il utilisait le pouvoir de Caliburn. Les lames flottantes tranchèrent chaque tentacule sur son chemin. En voyant cela, Razor pouvait à peine croire que Belle avait maîtrisé la compétence spéciale de son arme. Ce genre de pouvoir aurait dû prendre beaucoup plus de temps à maîtriser. Belle déclara qu'il découperait le monstre et le donnerait à manger aux poissons. La créature répondit en se préparant à tirer à nouveau. Elle lança des jets d'eau, mais Belle ne paniqua pas une seule seconde. Si ses attaques touchaient leur cible, tout le bateau pourrait être détruit. Alors Belle prépara sa réponse. Il changea la forme des lames de lumière, les ramenant toutes dans l'épée principale. Les épées éparpillées fusionnèrent en une seule lame brillante, assez puissante pour tirer un faisceau d'énergie concentrée. L'attaque du monstre percuta la contre-attaque de Belle, mais Belle voulait cette victoire plus que tout. Son coup transperça le corps de la créature, et il passa en volant tandis que les lames la découpaient. Enfin, le monstre fut vaincu. Après ce coup, il était complètement hors de combat. Son corps avait été coupé en deux. Razor n'arrivait pas à croire que le garçon ait réussi un tel exploit. Quand Belle retourna au bateau, il fit clairement savoir que Spencer était le suivant pour ce qu'il avait fait auparavant. Le serviteur de Jean pouvait déjà dire que ce garçon deviendrait un sérieux problème pour son maître. Même après avoir vu toute cette puissance, Spencer voulait toujours la mort de Belle. Il a hurlé qu'un bâtard ne battrait jamais un paladin de niveau B. Alors que Belle s'approchait, il fut surpris que Spencer pense encore pouvoir gagner. Comme il avait utilisé Spencer dans une attaque surprise auparavant, Belle se dit que l'homme avait peur au fond de lui. Pendant un bref instant, les deux chevaliers se jaugèrent, puis tous deux attaquèrent. Leurs armes s'entrechoquèrent enfin. Au début, Belle ne semblait pas dépasser, mais Razor a rapidement montré l'écart de force brute, projetant le garçon en arrière. Il y avait clairement un combattant plus fort que l'autre. Razor croyait que cela seul déciderait de la bataille, mais Belle pouvait déjà faire appel au pouvoir spécial de son épée, lui envoyant une lame de lumière. Sachant à quel point ces lames étaient dangereuses, Razor devint immédiatement sérieux. Avec une seule lame en approche, la bloquer semblait assez facile, mais Belle l'avait préparée comme un piège pour frapper son angle mort. Razor a utilisé sa propre compétence d'arme divine et a détruit la lame de lumière. Alors qu'elle s'estompait, il est devenu certain que Belle ne lui porterait jamais un vrai coup. Jusqu'à présent, le combat semblait équilibré, mais abattre un paladin de rang B n'allait jamais être simple. Le mana de Belle s'épuisait rapidement à cause de toutes ses compétences, ne lui laissant qu'une dernière épée. L'expérience de Razor lui disait que le garçon ne pourrait pas continuer à utiliser ce pouvoir éternellement. Cela avait un prix. Alors il a chargé avec force, essayant d'en finir. Son premier coup a manqué sa cible, mais le coup suivant et le combo qui a suivi ont touché nettement. Le corps de Belle était encore jeune et pas entièrement développé, il ne pouvait donc pas encaisser ce genre de coup. L'écart de force entre eux devenait un avantage énorme. Il aurait pu utiliser Aegis pour en finir, mais il craignait d'être piégé dans les ténèbres, alors il a préféré changer d'arme, tirant coup après coup sur Razor, qui les esquivait tous. C'était exactement l'ouverture que Belle attendait. Razor a compris le plan et a pensé que Belle n'avait pas la vitesse nécessaire pour le réaliser. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était le mouvement suivant. Utilisant le recul de ses tirs, Belle a comblé la distance encore plus vite, faisant atterrir son coup plus tôt. Il a failli lui arracher la tête, mais n'a réussi qu'à le mettre encore plus en colère. Voyant cette rage monter, Belle sut que son plan fonctionnait, car la dernière lame de lumière frappa alors que Razor était pris au dépourvu, lui transperçant le dos. Il ne l'avait jamais vu venir, et une blessure pareille signifiait que le combat était terminé pour lui. Razor réalisa qu'il avait complètement mal compris le plan du garçon. Sachant que son ennemi ne pouvait plus se battre, Belle s'approcha calmement et lui dit que c'était fini. Il l'a aussi averti de ne rien tenter d'imprude, mais abandonner n'a jamais fait partie des plans de Razor. Il croyait que Belle menaçait l'avenir de son maître Jean, donc le garçon devait être arrêté ici. En entendant cela, Belle lui demanda pourquoi il était si loyal envers son frère. Cette question ramena Razor à un vieux souvenir. Dans cette bataille, il avait été anéanti. Il n'avait plus de force et ne pouvait même plus bouger. C'était sa limite. Puis un homme s'approcha de lui et s'arrêta près de son corps brisé, devinant qu'il était le mercenaire derrière tous ses crimes. Avec le peu de force qui lui restait, Razor essaya de le regarder.
Le jeune homme ouvrit une petite fiole et en versa le contenu sur l'homme blessé. Il dit à Razor que c'était son jour de chance, car à partir de maintenant, il lui appartenait. C'est pourquoi Razor est resté si loyal. Jean l'avait accepté, et Razor croyait qu'il devait rembourser cette gentillesse, peu importe le prix. Puis il détruisit la lame de lumière que Belle avait invoquée. Les restes brisés tombèrent au sol. Belle réalisa que son ennemi avait déjà choisi comment cela se terminerait. Il avait pensé que Razor n'était qu'un criminel, mais maintenant il respectait la promesse de cet homme en tant que chevalier. À partir de maintenant, il se battrait à pleine puissance. Razor brûlait toujours de colère et était prêt à continuer le duel, mais Belle avait déjà vu cette capacité. Elle était puissante, mais nécessitait un temps de charge, alors Belle décida de frapper en premier. Il lança l'attaque immédiatement. Alors que Belle se rapprochait, Razor fut pris au dépourvu par un mouvement soudain. Les genoux de son adversaire le percutèrent, et il réalisa qu'il s'était fait avoir par un monstre. Maintenant, il était au bord de la défaite. Se ressaisissant, il prévint que ce n'était pas encore fini. Il s'était gardé une dernière chance. Un minuscule fragment d'épée était toujours là, et il taillada le dos de Belle de part en part. Ce dernier coulait sa Belle incapable de bouger. Razor avait pensé qu'il avait détruit toutes les lames, mais malheureusement, il avait tort. Belle avait seulement fait en sorte que ça en ait l'air. C'est cette ruse qui lui a permis de construire son plan pour la victoire. On aurait presque dit que Belle avait plus de sens du combat que Razor, ce qui n'avait aucun sens. Si Razor n'avait pas gardé une dernière carte, il aurait perdu à coup sûr. Pourtant, Belle a battu Razor, un paladin de rang B. Cela prouvait à quel point il avait grandi. Le navire continua sa route jusqu'à ce qu'il atteigne enfin la ville sur le continent. Stera cherchait son frère bien-aimé, mais elle ne le trouvait toujours pas. Elle continua à chercher dans le château, mais il n'y avait aucun signe de lui. Malgré cela, elle n'arrêta pas jusqu'à ce qu'elle commence à se demander s'il n'était pas encore rentré. Le problème était que la mission pour laquelle il était parti aurait déjà dû être terminée. Puis elle remarqua une série de portes ouvertes. C'était la bibliothèque. Son frère pourrait être là, alors elle entra pour le chercher, mais trouva quelqu'un d'autre à la place. Jean s'arrêta devant elle, surprenant la jeune fille. Même s'il était frère et sœur, sa présence était terrifiante. Elle avait peur, mais essaya quand même de le saluer. Quand elle ouvrit la bouche, aucun mot ne sortit sous ce regard froid, un regard si perçant qu'il la figea sur place. En passant, Jean la traita de bonne à rien. Secouée, elle recula jusqu'à heurter quelque chose, ce qui la fit se retourner. C'était son frère. Il l'avait trouvé et demanda à Jean ce qu'il voulait à Sarah, mais Jean ne répondit pas. Enfin, elle put se détendre. Son frère était là. Elle était si soulagée de voir qu'il était rentré sain et sauf, même s'il était de nouveau blessé. Belle dit qu'il avait rencontré un ennemi puissant cette fois, un paladin de rang B nommé Razor. Même après avoir entendu cela, Jean ne réagit pas du tout. Belle fit remarquer que son piège avait échoué. Jean dit seulement que rien de tout cela n'avait d'importance. Ce n'était que de petits cailloux sur son chemin. Y compris cette fille stupide qu'il appelait sa sœur. Sur ce, il dit qu'il continuerait d'avancer. Il n'avait pas de temps à perdre avec des cailloux. Mais Belle avait une dernière chose à dire. Il dit à son frère que ce serait lui qui hériterait du titre de duc, car Jean ne pourrait jamais protéger cette famille. Jean se retourna aussitôt et le foudroya du regard, libérant une présence hostile et brutale qui envahit la pièce. La pression était écrasante, mais Belle ne s'y a pas. Un léger sourire apparut sur le visage de Jean. Amusé, il rit et dit que ça valait peut-être la peine de regarder les cailloux de temps en temps. En quittant la bibliothèque, il dit à Belle de venir essayer de le tuer quand il le voudrait. Stury fut profondément secoué par cet échange, mais Belle la calma rapidement. Il savait à quel point ça avait été effrayant. Cette pression avait semblé irréelle. Son frère était vraiment à un autre niveau. L'écart de force entre eux était énorme. Si Belle voulait le battre, il devait atteindre un certain niveau avant d'être diplômé de l'académie. Quelques jours plus tard, ses bagages étaient faits et prêts. Le duc l'attendait déjà. Et voyant le garçon préparé, Belle remercia son père pour tout son soutien. Comme les étudiants de l'académie avaient besoin de garde du corps, le duc dit qu'il enverrait un paladin de rang B avec lui. L'homme se mit au service de Belle. En entendant cela, Belle avait une autre requête pour le duc, qui le laissa parler. Cependant, avant que Belle ne puisse la formuler, il fut surpris de voir sa sœur apparaître, ses bagages faits également. Prête à partir, elle s'excusa pour son retard et traîna sa valise jusqu'à lui. La requête de Belle était que sa sœur soit autorisée à l'accompagner pendant le voyage. Le duc lui demanda pourquoi il voulait cela. Belle répondit qu'il ne voulait pas laisser Sarah derrière lui. Il voulait qu'ils restent ensemble. Le duc refusa. L'académie n'autorisait que les gardes du corps, et Belle y allait pour étudier, pas pour s'amuser. Sarah tenta tout de même de le faire changer Davis, mais leur permit fin à la discussion et lui dit de ne plus demander. Alors Belle proposa une autre idée, faire d'elle son garde du corps. Il dit qu'avec Sarah à ses côtés, il pouvait tout faire, même battre un paladin de rang A. Le duc s'arrêta pour réfléchir, puis trouva la réponse amusante. Finalement, il laissa Belle faire à sa guise. Peu de temps après, la calèche se mit en route pour l'académie. Sarah était émerveillée par tout ce qu'elle voyait en chemin. Enfin, ils y arrivèrent. L'endroit était immense et impressionnant. Sarah était fière que son frère ait réussi à arriver jusqu'ici. Cette académie était réservée aux nobles.
Belle lui dit d'étudier dans leur chambre pendant qu'il assisterait au cours. Mais d'abord, il devait s'installer. En chemin, ils tombèrent sur des étudiants qui s'entraînaient au combat. Ce n'était qu'un match d'entraînement, mais c'était une bonne occasion d'observer et d'apprendre. Sarah les trouvait forts, mais Belle pouvait voir que la plupart n'étaient que de randés. Un étudiant se démarquait des autres, et Belle le remarqua immédiatement. Malgré tout, il n'était que de rancés, pas assez pour surpasser Belle. Bientôt, il ne resta plus que 2 étudiants dans le match, et l'un d'eux était certain de sa victoire. Il se précipita, prêt à enfin battre son rival. L'autre garçon ne broncha pas. Il laissa l'attaque s'approcher de très près, et même Sarah devint nerveuse. Puis il contre-attaqua si soudainement que son adversaire fut complètement pris au dépourvu. Un seul coup suffit. On aurait dit qu'il n'avait même pas utilisé d'arme divine. Belle l'estima être de rang B, peut-être même plus fort que lui. Les autres étudiants étaient également stupéfaits. Le représentant de Rotwitzer était incroyable. Ce nom mit immédiatement Belle en alerte, car les Rotwitzer étaient les anciens ennemis de sa famille. Cela faisait donc de Belle et Sarah leurs ennemis également. Peu de temps après, la cérémonie d'entrée de l'académie commença. Les nouveaux étudiants de première année furent accueillis et félicités. Le discours fut prononcé par le président du conseil des étudiants, et il fit clairement savoir qu'il attendait de ces bisous qu'ils deviennent vraiment puissants. Albert était en 3e année, et sa famille avait produit de nombreux paladins célèbres. Dans la vie antérieure de Belle, ils ne s'étaient jamais rencontrés, mais il savait que Albert avait déjà atteint le rang S à 18 ans. Cela amena Belle à se demander si Albert avait été lié à cet incident. Peut-être était-il l'un de ceux qui étaient derrière tout ça. Les étudiants chuchotaient que Albert était terrifiant et déjà de rang B. Il semblait que plusieurs autres membres du conseil étaient aussi forts. Le conseil n'était pas choisi par un vote. Il était composé des 4 meilleurs étudiants du tournoi Marshall, et le vainqueur devenait président. Sans aucun doute, Albert était puissant. Pourtant, Belle ne pouvait pas dire si c'était l'homme qui l'avait tourmenté. Pour arrêter ce genre d'attaque plus tard, il devait montrer à ses ennemis sa propre force. Puisque le conseil était choisi sur la base des compétences au combat, Belle décida qu'il voulait en faire partie aussi pour pouvoir affronter Albert. Plus tard, en classe, il attendit l'arrivée du professeur. Un garçon s'approcha pour s'asseoir à côté de lui et demanda si la place était prise. Belle lui répondit qu'elle était libre. Le garçon se présenta comme étant Limflexel et dit qu'il espérait qu'il passerait un bon moment à l'académie. Mais Belle percuta sur quelque chose d'important. Ce nom de famille lui semblait familier. Lim remarqua la réaction de Belle et devint curieux. Belle écarta cela d'un revers de main, disant qu'il était juste surpris. Dans quelques années, Lim anéantirait des nobles par vengeance personnelle et gagnerait le nom de chevalier du châtiment. Pour l'instant, cependant, il n'était que l'ombre de son futur lui. Puis Lim demanda son nom à Belle, qui faillit dire la vérité avant de se souvenir de l'avertissement de son père de ne pas révéler sa maison. Si les gens connaissaient son nom de famille, il pourrait le favoriser, ce qui ruinerait son objectif de faire ses preuves par lui-même. Il donna donc un faux nom, Libel Slayer. Il prévoyait de cacher son identité jusqu'à ce qu'il ait vaincu Albert. En entendant cela, Lim supposa que Belle était aussi un roturier. Les insignes de leur uniforme indiquaient le rang social. Un cercle signifiait roturier, tandis qu'une étoile signifiait noble. Belle confirma qu'il était un roturier, et Lim dit qu'il venait aussi d'un milieu roturier. Dans cette académie, les nobles étaient majoritaires, et les roturiers étaient rares. Puisqu'il était dans la même classe, Lim espérait qu'il pourrait devenir ami. L'idée plut à Belle. Un futur chevalier comme Lim pourrait devenir un allié puissant. Dans sa vie antérieure, il n'avait jamais vraiment eu d'amis, alors ce sentiment était étrangement agréable. Puis un autre garçon s'approcha. Il connaissait déjà Lim et était clairement venu pour l'embêter. C'était Roger. Il se moqua de Lim, disant qu'il ne s'attendait pas à voir son vieil ami ici. Son ricanement en disait long. Il le méprisait comme toujours. Lim répondit qu'il avait réussi l'examen d'entrée comme tout le monde. Roger lui adressa de fausses félicitations, et Lim devint encore plus mal à l'aise. Puis Roger se pencha et dit que Athéna n'était pas un endroit pour quelqu'un comme lui, un simple roturier, et qu'il devrait partir tant qu'il le pouvait encore. Lim recula clairement, mais Roger continua, disant que les esclaves devaient obéir à leur maître, et que quelqu'un de son rang pouvait écraser Lim avec de simples mots. Belle intervint et lui dit que ça suffisait. Lim s'inquiéta immédiatement pour le nouvel ami qu'il venait de se faire. Roger se tourna vers Belle, voulant savoir qui il était, puis remarqua rapidement que Belle était aussi un roturier. Le regard qu'il lui lança était plein de mépris. Belle lui dit de partir, peu importe qui était noble et qui ne l'était pas. Roger fit mine de s'en aller, puis bougea soudainement et donna un coup de pied à Lim. Belle se précipita vers son nouvel ami tandis que Roger savourait chaque seconde. Belle le traita de salaud qui n'avait aucun droit de se dire paladin. S'il était noble, il devrait protéger les roturiers. Roger ricana, disant que les pauvres n'existaient que pour être utilisés par les nobles. Belle rétorqua que sa façon de penser était pathétique. Un comté pouvait tomber tout aussi facilement qu'un roturier. Roger semblait prêt à utiliser la magie et demanda si Belle voulait se battre. Son arme divine était déjà en main. Sachant que cela allait arriver, Belle dit à Lim de reculer. Il était sur le point d'invoquer son propre armement divin. Quand Roger le regarda avec surprise, Belle l'avertit qu'il allait lui faire entendre raison. Mais une fois que Roger vit le fourreau, il ricana encore plus fort. Il s'en moqua,
la qualifiant d'arme divine inutile qui ne pouvait même pas tuer une mouche. Belle répondit que si c'était le cas, Roger devait valoir encore moins qu'une mouche. Furieux de se faire rabaisser par un roturier, Roger décida d'en finir. Belle était plus que prêt à le voir essayer. À ce moment-là, toute la classe regardait. Roger chargea tandis que Belle se préparait calmement au combat. Il gardait un œil attentif sur les mouvements de son adversaire. Puis une main apparut entre eux, et la lyre d'une femme arrêta l'affrontement. Le son les secoua tous les deux assez pour arrêter le combat. Elle leur dit de ne pas se bagarrer en classe et les obligea à l'écouter. Belle n'avait aucune idée de qui elle était, mais elle continuait de gratter la lyre. Puis elle se présenta comme étant Sylpha. Elle venait de la famille Elpage, une maison de marquis d'un rang supérieur à celui de Roger. Juste à ce moment-là, le professeur entra et dit à tout le monde de s'asseoir. Le cours commençait. La première leçon était un test de la puissance de chaque étudiant. En utilisant leurs armements divins, ils devaient attaquer des golems comme s'il s'agissait de monstres. Le premier étudiant se précipita avec une épée et frappa le premier, mais le golem était trop résistant. Il ne laissa qu'une marque superficielle, et elle guérit aussitôt. Belle remarqua que tout de suite, d'autres étudiants attaquèrent à tour de rôle, mais la plupart n'étaient encore que de niveau et pouvaient à peine utiliser des dégâts élémentaires. Puis ce fut le tour de Lim. Roger se moqua de lui, disant que sa lance n'avait pas de magie et qu'il était probablement le seul étudiant de niveau F présent. Lim chargea et enfonça la pointe de sa lance dans la cible. Mais comme les autres, il fut projeté en arrière. Roger rit et le traita d'inutile parce qu'il ne pouvait pas utiliser la magie. Alors que Lim se relevait, Roger s'avança pour montrer à quoi ressemblait la véritable puissance. Son arme divine brûlait d'une lueur semblable à du feu. Avec assurance, il attaqua, et sa faux s'enfonça dans la cible, laissant derrière elle de lourds dégâts. Certains étudiants furent impressionnés, et le professeur le loua comme étant de niveau D. Roger pensait clairement qu'il était le meilleur de la classe. Puis ce fut le tour de la fille blonde. Elle s'avança enfin et commença à jouer. Les ondes sonores frappèrent fort, secouant la classe et déchirant la cible encore plus que Roger ne l'avait fait. Ces deux-là étaient bien au-dessus de tous les autres. Roger se montrait poli avec elle uniquement parce que son rang était plus élevé, essayant de rester dans les bonnes grâces de la noble. Elle lui dit de ne pas se donner cette peine. Pour elle, tout le monde à l'académie était égal. Les titres ne signifiaient rien ici. Roger était clairement agacé. Le suivant était Belle, et Roger était sûr que le roturier échouerait car un simple fourreau ne pouvait rien faire. Belle dit calmement qu'il n'utiliserait pas le fourreau, puis dégaina Caliburn et lança son attaque. Roger était abasourdi. Belle avait plus d'un armement divin. La fille blonde semblait choquée aussi, tout comme Lim. Une fois la surprise passée, Roger remarqua que Caliburn n'avait pas de magie non plus. Il s'attendait à ce que Belle frappe la cible et soit projetée en arrière comme les autres. Belle lui dit seulement de bien regarder, puis commença son attaque. Une rafale rapide de coups pulvérisa complètement la cible. Quand il eut terminé, il ne restait plus que des fragments. Toute la classe devint silencieuse. Même le professeur était surpris. Belle avait découpé le golem en morceaux sans utiliser de magie. Roger ne pouvait pas accepter qu'un roturier soit aussi doué. Pendant ce temps, Lim se dépêcha de féliciter son nouvel ami. Belle lui dit que ce n'était pas si difficile et que Lim pouvait le faire aussi. Lim était abasourdi car il ne pouvait toujours pas utiliser la magie, mais Belle lui rappela que son armement divin avait un potentiel énorme. S'il continuait et refusait d'abandonner, il pourrait devenir le plus fort des chevaliers sacrés. Ces mots firent rougir Lim. Puis la fille blonde s'interposa entre eux et demanda comment Belle était si talentueux. Elle s'approcha si près qu'il commença à se sentir mal à l'aise. D'autres étudiants se rassemblèrent également. Certains dirent qu'ils ne pouvaient même pas suivre ses coups, et un étudiant supposa que l'épée de Belle pourrait être l'armement divin le plus puissant parmi les premières années. Roger entendit cela. Nerveux, l'étudiant changea rapidement son discours et dit que l'arme de Roger était plus forte. Cela ne fit qu'irriter Roger davantage. La leçon se termina, et on leur annonça que le prochain cours serait un test sur le terrain, une chasse aux monstres dans la forêt derrière l'école. Tout le monde devait être prêt, mais la classe voulait toujours en savoir plus sur Belle. Roger appela son garde du corps, qui apparut immédiatement. L'homme avait l'air épuisé et maladif. Roger avait apporté un familier pour sa protection, et il prévoyait de l'utiliser lors du test de demain. Quand le chevalier lui demanda s'il avait vraiment l'intention de l'utiliser pendant le cours, Roger répondit que c'était bon. Le chevalier loua son audace, tandis que Roger imaginait la peur sur les visages des roturiers et des nobles de rang inférieur. Il prévoyait d'envoyer cet arrogant roturier tout droit en enfer. Le lendemain, la classe se prépara à l'extérieur de l'académie. Les monstres de la région commençaient au rang F, et quelques bêtes de rang avaient également été relâchées. Leur mission était simple, chasser les monstres, et celui qui en tuerait le plus gagnerait des points supplémentaires. Roger tramait clairement quelque chose. Une fois l'exercice commencé, tout le monde se précipita pour faire ses preuves, et la fille blonde défia Belle pour la première place. Elle n'avait aucune idée que Belle avait déjà l'intention de la prendre. Il voulait que tout le monde voie sa force. Lim demanda à rester avec lui car il n'était toujours pas confiant pour se battre seul. Belle accepta, mais l'avertit qu'il ne se retiendrait pas. Ils coururent dans la forêt et trouvèrent bientôt plusieurs monstres. Pour Belle, ils ne représentaient pas une véritable menace. Il les découpait comme du papier. Le reste de la classe faisait aussi de son mieux, mais Belle avait déjà abattu 15 monstres, et cela semblait encore n'être rien.
Lim était stupéfait par la force de ses camarades, mais il n'y avait pas de temps pour parler. Un monstre se glissa derrière lui. Belle le sauva à nouveau et l'avertit de rester vigilant car il y avait plus de créatures que prévu. Lim savait qu'il devait vaincre sa peur et faire mieux. Autour d'eux, les autres continuaient de se battre et de progresser, mais il sentait qu'il devait se dépasser bien plus que cela. Caché dans les bois, Roger observait avec jalousie. Pour lui, ces roturiers agissaient avec trop de fierté, alors il décida qu'ils paieraient de leur vie. Il leva un bâton pour invoquer quelque chose, et Belle remarqua immédiatement le cercle magique se former à proximité. Quelque chose en sortait, un monstre contrôlant le feu. C'était une salamandre mortelle. Les étudiants ont paniqué au moment où elle est apparue. La plupart d'entre eux se sont enfuis, mais Belle n'a pas bougé. Lim était horrifié. Le monstre était déjà prêt à attaquer, et il s'est figé de peur. Une fois de plus, Belle a dû le sauver en bloquant les flammes avec son bouclier. Il a dit à Lim de s'enfuir avec les autres. Un monstre de Rambé n'aurait jamais dû se trouver dans cette forêt, mais Belle s'est concentrée sur le combat et a tiré ses épées de lumière sur lui. Elles ont tranché ses écailles. Roger ne s'attendait pas à ce que Belle ait une capacité unique, alors il a fait monter les enchères et a de nouveau appelé son chevalier. Tandis que les épées de lumière encerclaient la salamandre, Lim regardait, choqué. Belle était en train de repousser un monstre puissant. Belle s'est avancée pour l'achever, mais le chevalier est intervenu et a ruiné l'attaque. Belle a immédiatement compris que quelqu'un d'autre se trouvait dans la forêt. Le chevalier s'est avancé, a loué sa compétence unique, et Belle a deviné qu'il contrôlait la salamandre. Quand Belle lui a demandé ce qu'il voulait, le chevalier a répondu sans détour. Il ne partirait pas sans la tête de Belle. La salamandre a lancé des boules de feu pendant que le chevalier attaquait aussi. Leurs coups se sont entrechoqués, remplissant la zone de vapeur, et Belle l'a dissipé d'un coup de bouclier. Mais le chevalier avait tout prévu. Il a piégé les lames de lumière de Belle dans une prison d'eau, bloquant sa capacité. Cela l'a confirmé. C'était un paladin de Rambé. Belle était maintenant piégé entre deux ennemis puissants, et tous deux continuaient d'attaquer. Il a dû les combattre en même temps, bloquant un coup avec son bouclier tout en attaquant l'autre. Même pour Belle, c'était trop pour le moment. Lim ne savait pas quoi faire, mais si ça continuait, son ami allait perdre. Puis il a repéré Roger caché dans la forêt avec le bâton d'invocation de sa famille et s'est précipité vers lui. Roger a été choqué d'être découvert. Lim a exigé de savoir si le familier était à lui et lui a dit d'arrêter avant que Belle ne se fasse tuer. Roger a répondu en l'attaquant, se moquant de lui, le traitant de faible inutile qui ne pouvait aider personne. Lim s'est souvenu de son entraînement d'enfance, de son incapacité à utiliser la magie, et de toutes les fois où Roger l'avait humilié. Mais cette fois, il s'est relevé. Les paroles de Belle lui sont revenues en mémoire, le premier véritable encouragement qu'il ait jamais entendu. Il avait décidé qu'il sauverait son ami. Roger s'est moqué de lui, certain qu'un ver de terre ne pourrait jamais le battre. Lim a répliqué sèchement, lui disant de se la fermer et d'arrêter de décider de sa valeur à sa place. Pour la première fois, Roger a semblé mal à l'aise, bien qu'il ait insisté sur le fait que Lim ne gagnerait pas juste parce qu'il pouvait utiliser la magie maintenant. Lim a convenu que la magie seule n'était pas suffisante. La faux de Roger a flamboyé alors qu'il se précipitait pour l'achever, mais Lim se tenait là, plein de confiance. Sa lance a gelé les flammes et les a complètement anéanties. Roger ne s'y attendait pas du tout. Maintenant, il était clair qui était la vraie ordure, et Roger devint encore plus furieux, chargeant droit sur Lim. Mais la lance de Lim était plus puissante, et elle a stoppé le coup net, leurs armes se retrouvant bloquées l'une contre l'autre. Roger n'arrivait pas à croire ce qui se passait, mais Lim si. Avec de la glace, il a brisé l'armement divin de Roger et l'a fait tomber à genoux. Roger ne pouvait pas accepter de perdre contre un paladin de rang F. Lim n'arrivait pas à croire qu'il avait un jour eu peur de quelqu'un d'aussi pathétique. Maintenant, il ne ressentait plus rien du tout. Il a dit à Roger de lui donner le bâton d'invocation, et Roger a exigé de savoir s'il comprenait ce qu'il faisait. Il s'est vanté que sa famille était assez puissante pour anéantir toute la famille de Lim, mais Roger ne comprenait toujours pas à quel point sa situation était grave. Lim a essayé de le raisonner tout en gelant ses jambes, puis lui a de nouveau ordonné de donner le bâton. Sa fierté brisée, Roger l'a finalement donné. Suppliant d'être épargné, il a promis qu'il ne referait plus jamais une chose pareille. Il avait été totalement battu et humilié. Le bâton était maintenant entre les mains de Lim. Il a averti Roger de rester loin de lui et de Belle, où les choses empireraient. Lim a finalement baissé un peu sa garde, mais Roger cherchait toujours une opportunité. La chaîne de son arme était assez proche, et soudain l'autre extrémité a commencé à briller. Il tentait une attaque surprise. Roger pensait qu'il pouvait encore gagner, mais Lim l'a vu venir et a bloqué ce coup bas avec facilité. C'était une manœuvre pathétique. Puis Lim a détruit le bâton d'invocation sur le champ, laissant Roger sans voix. Au même moment, la salamandre a lentement commencé à disparaître. Le chevalier a immédiatement compris que quelque chose était arrivé à son maître. De loin, il a vu que Roger avait été maîtrisé, alors il s'est tourné vers l'autre roturier, mais il ne pouvait toujours pas bouger librement. Il ne pouvait pas se permettre de perdre sa concentration. Belle avait déjà compris qui était derrière tout ça. Le chevalier avait essayé de le tuer, mais dans un combat loyal, il n'avait aucune chance. Tout ce que l'homme pouvait faire maintenant était de se déchaîner avec colère, lançant attaque sur attaque et manquant sa cible à chaque fois.
Sa situation ne faisait qu'empirer. Même en tant que chevalier de rang B, il était presque au bas de cette classe. Belceste approchait et l'a frappé à la tête avec la garde de son épée. La différence de niveau était énorme. Bel lui a dit qu'il serait livré au professeur, alors le chevalier a tenté une dernière ruse. Il s'est jeté à terre et a supplié qu'on l'épargne. Si soudainement que Belceste arrêtait, le chevalier a prétendu qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres de son maître et a dit que défier un noble n'était pas facile. Cette excuse était exactement ce dont il avait besoin pour prendre Bel par surprise après avoir obtenu son pardon. Il a remercié Bel, mais était prêt à le trahir sur le champ. Bel a alors révélé qu'il avait seulement fait semblant de tomber dans le piège et a levé son épée. Il s'était attendu à cette ruse depuis le début. Lim a couru vers son ami et lui a demandé s'il était blessé. Bel savait que l'aide de Lim avait empêché les choses de bien pire tourner. Lim a dit qu'il lui rendait simplement l'appareil. Cette poignée de main a scellé leur amitié. Bientôt, les autres étudiants sont arrivés et les ont remerciés aussi, stupéfaits que Bel ait battu un chevalier de rang B. Mais ce n'était pas tout ce qui s'était passé. Ce chevalier travaillait avec Roger, et la salamandre de feu leur était liée. C'était vraiment une personne pourrie. À cause de tout cela, Lim a commencé à recevoir les éloges des autres étudiants. Finalement, il était vraiment fort. Lim les a remerciés pour les éloges et est resté humble à ce sujet. Ils lui ont dit qu'il ferait un excellent chevalier un jour. Quelqu'un avait tout observé de loin, et la fille blonde a clairement aimé ce qu'elle a vu. Elle avait compris comment fonctionnait l'armement divin du garçon. Maintenant, sa tâche était enfin terminée, et Roger devrait répondre de ses actes. Au bout du couloir, la fille les attendait. Elle voulait parler au protagoniste. Quand il l'a vue, il s'est souvenu que son nom était Sylpha. Il lui a demandé ce qu'elle voulait, et elle a mentionné Avalon, le nom de son armement divin. Cela l'a tout de suite pris au dépourvu. Elle savait même que c'était l'arme sacrée autrefois utilisée par les héros du passé. Il n'arrivait pas à comprendre comment elle pouvait savoir quoi que ce soit sur Avalon. Un seul regard sur son visage lui a dit qu'elle avait raison. Elle était la première personne à avoir jamais reconnu ce qu'était réellement cet armement divin. La raison de sa venue était simple. Le protagoniste s'est tendu, mais elle a joint les mains et, avec une révérence polie, a demandé si elle pouvait voir l'arme. Il ne s'attendait vraiment pas à ça. Elle avait toujours admiré l'armement du héros et voulait simplement le voir de ses propres yeux. Comme c'était une demande inoffensive, il lui a montré le fourreau. Elle était émerveillée. Elle avait du mal à croire que c'était réel. Il lui a demandé comment elle le savait, et elle a expliqué que la famille de sa mère avait une légende sur un héros avec un fourreau contenant de nombreuses armes. Peut-être qu'un de ses prédécesseurs faisait partie de sa famille. Lim ne comprenait toujours pas tout, mais il a compris une chose. L'armement divin de son ami était incroyable. Sylpha était ravie que l'un de ses rêves se soit réalisé, et pour les remercier, elle a suggéré qu'ils sortent tous les trois un de ces jours. Elle connaissait un super café en ville et pensait qu'ils devraient tous y aller. Lim a adoré l'idée, et le protagoniste a pensé qu'explorer la ville serait bien aussi. Il a accepté, mais a dit qu'il amènerait quelqu'un avec lui. Peu de temps après, le groupe était assis ensemble dans le café. Sarah a absolument adoré la tarte aux fraises. Belle était heureux de voir sa sœur en profiter aussi. Sylpha ne s'attendait pas à ce que le protagoniste ait une si jolie sœur, et le compliment a fait rougir Sarah. La voir s'amuser a rendu le protagoniste encore plus heureux. Il passait un excellent moment aussi. Rien de tel ne s'était jamais produit dans sa vie antérieure. Puis la jeune fille blonde a demandé à tout le monde d'écouter. Elle s'apprêtait à leur jouer une chanson. Entendre de la musique provenant d'une arme divine semblait excitant, mais quand elle a commencé à jouer de sa lyre, c'était honnêtement terrible. Elle était vraiment nulle. Sylpha savait qu'elle jouait horriblement mal. Elle essayait seulement de faire rire ses amis, et ça a marché car tout le monde a trouvé ça hilarant et lui a demandé de continuer. Puis elle a pointé Lim du doigt et a dit qu'il devait chanter aussi. Ensemble, ils ont fini par divertir tout le café. D'une manière ou d'une autre, c'est devenu un petit spectacle vraiment amusant. Pour lui, ces deux-là étaient les premiers vrais amis qu'il ait jamais eus. Plus tard, dehors, il parlait encore de combien il s'était amusé. Puis Sylpha a dit qu'elle voulait emmener Sarah faire les boutiques pour des vêtements. Il ne voulait pas que sa sœur parte seule, mais son ami lui a dit que c'était une affaire de fille. Cela a laissé le protagoniste plutôt déçu. Tout ce qu'il pouvait faire était de leur demander de le prévenir s'il se passait quelque chose. Sylpha voyait bien qu'il était un excellent frère, et Sarah lui a demandé si elle avait des frères et sœurs. Son humeur s'est un peu assombrie quand elle a dit qu'elle n'en avait pas. Juste à ce moment-là, quelqu'un est venu chercher Sylpha. Son nom était Ivlan. Il était membre du conseil des élèves. Pour les frères et sœurs As, c'était d'étranges retrouvailles. Elle aurait probablement dû être plus gentille, mais elle ne le voyait même pas comme un frère. Il était venu pour l'entraîner de force, car si son arme divine était perfectionnée, elle lui serait utile. Elle lui a rappelé qu'elle n'avait aucun intérêt à faire la guerre. Il a retroussé ses manches et a dit que cette attitude était un vrai problème. On aurait dit qu'il était prêt à l'emmener de force. Du sang a commencé à couler de sa paume, puis s'est déversé en un flot abondant. Sarah était terrifiée par ce spectacle, et le garçon contrôlait ce sang comme il le voulait, donc son arme divine utilisait du sang. Sylpha a appelé Marie, son garde du corps, mais les choses étaient déjà sous son contrôle. Quand elle a regardé en arrière, son garde du corps avait été neutralisé. Cela a rendu les choses encore pires. Son frère a dit qu'il partait maintenant, et elle a dit à Sarah de fuir parce que ça devenait dangereux.
Sylpha a essayé de se défendre avec son arme, mais elle n'a pas pu arrêter l'attaque. Réalisant qu'elle pourrait appeler à l'aide, il a su qu'il devait en finir vite, alors il a agi pour en finir tout de suite. Sarah était sur le point d'être touchée, mais l'ami du protagoniste l'a sauvée. Sylpha est tombée au sol après en avoir trop fait. C'était imprudent, et maintenant elle ne pouvait plus se défendre. Son frère a utilisé son pouvoir pour la saisir, la soulevant dans les airs. Sarah tremblait encore de peur, et la fille blonde s'était déjà évanouie, tout ça à cause de son propre frère. En panique, Sarah a appelé le protagoniste. Il s'est précipité aussitôt, tranchant les tentacules de sang du garçon. Ce genre d'interruption l'a complètement pris par surprise, et Sylpha a été libérée. Voir cela a permis à Sarah de respirer plus facilement. Le protagoniste a exigé de savoir ce que ce type voulait à son ami. Leur sortie paisible avait été gâchée. L'inconnu a demandé si le protagoniste était un des amis de sa sœur, mais a dit que ça n'avait pas d'importance. Il devrait se mêler de ses affaires et non de celles de la famille. Le protagoniste a dit à Belle de surveiller les filles, car il avait quelqu'un à corriger, et il allait s'en occuper maintenant. Cette réponse audacieuse a clairement surpris le type. Il a prévenu qu'il n'y avait rien à gagner à protéger Sylpha, mais trancher ses attaques avec son épée était facile, et cela l'a impressionné. Pour le protagoniste, aider un ami était la chose la plus évidente à faire. Quand il a riposté, le type apparaît avec un bouclier de sang, disant que c'était une perte de temps. Ce bouclier était vraiment résistant. Une épée seule ne le briserait pas, et il ne pouvait pas se permettre de gaspiller du mana ici. Le type lançait déjà une autre attaque, mais le protagoniste l'a esquivé. Agacé maintenant, l'ennemi a dit qu'il en finirait rapidement, puis a lancé plusieurs frappes à la fois. Pourtant, elles étaient faciles à lire. Puis le protagoniste a sorti le cracheur de feu. Voyant qu'il avait plus d'une arme divine, l'ennemi a réalisé que ce n'était pas un adversaire normal. C'était maintenant au tour du protagoniste d'attaquer, et il a abattu chaque frappe qui venait sur lui. Le combat était dans une impasse. Bloquer ses attaques ne faisait que rendre les choses plus difficiles, mais il avait toujours l'intention de capturer sa sœur. Il a formé une lance de sang, prétendant que ce prochain coup mettrait fin à tout. Le protagoniste a dit qu'il avait raison. Ce serait le cas. Tous les deux ont chargé avec tout ce qu'il avait. Puis des voix depuis le toit ont dit que le combat devenait intéressant. Ils ont levé les yeux et ont vu de nouvelles personnes arriver. L'un d'eux a atterri si lourdement que le pavé de pierre s'est fissuré. Il a atterri entre les deux, montrant sa force, et a dit qu'il aimerait bien se joindre à la fête. Le protagoniste l'a reconnu comme un membre du conseil des élèves. Le type à la barbe bleue a voulu savoir pourquoi Zéal était là, et Zéal a répondu qu'il était bien trop brutal avec les jeunes. La fille qui les accompagnait a trouvé son comportement embarrassant et s'est moquée de lui en le traitant d'énorme mauviette. Après avoir vu ses deux coéquipiers, il a finalement cessé d'attaquer. Zéal, cependant, aurait souhaité que le combat dure un peu plus longtemps. Son corps tout entier s'est mis à briller alors qu'il disait qu'il devrait y aller à fond, puis une armure l'a recouvert de la tête aux pieds. Il était immense et dégageait une présence écrasante. La fille a dit à la tête de muscle de faire son travail pendant qu'elle invoquait plusieurs chaînes. C'était pour l'empêcher de tenter quoi que ce soit d'imprude. Il n'était pas venu pour continuer à se battre. En sentant ce pouvoir magique, le protagoniste a réalisé qu'elle était extrêmement forte. Malgré cela, Zéal a brisé les chaînes sans grand effort. Il a dit que Evelyne avait des obligations à la fois envers le conseil des élèves et la compagnie d'Albert. À cause de cela, il était envoyé pour une expédition d'un mois en forêt, avec effet immédiat. Il a compris qu'il n'avait pas le choix. En partant, il a prévenu qu'il reviendrait chercher sa sœur dans un mois. La fille lui a fait un signe de la main et l'a traité de faible débutant. Au moins, ils étaient tous partis. Le conseil des élèves était vraiment rempli de monstres. Après cela, il a vérifié si ses amis étaient en sécurité. Sylpha a dit qu'elle n'était pas blessée et s'est excusée de l'avoir entraînée là-dedans. Il lui a dit que ce n'était pas la peine. Ce qu'il voulait vraiment savoir, c'était pourquoi elle et son frère se battaient. La raison était simple. Il voulait se servir d'elle. En tant que prochain héritier, une fois diplômé, il prévoyait d'étendre ses terres en envahissant des régions inexplorées. Lim savait que ces endroits étaient remplis de monstres dangereux. Son frère pensait que son arme divine serait un atout majeur dans cette guerre, mais elle ne voulait pas se battre. Elle voulait devenir plus forte et devenir l'héritière elle-même. En cela, elle était exactement comme le protagoniste. Le problème, c'est qu'elle ne pouvait encore rien faire. Elle était loin d'être assez forte pour le battre. Sarah n'était pas d'accord. Sylva l'avait protégée. Ces mots semblèrent allumer une petite étincelle en elle. Sarah était profondément reconnaissante pour ce qu'elle avait fait. Le protagoniste voulait la remercier aussi, alors il s'est approché d'elle. Sauver quelqu'un, c'était ça, la vraie force. Dans le passé, il n'avait pas été capable de le faire. Il lui a dit de croire en elle. Si elle n'était pas encore assez forte, elle pouvait s'entraîner. Lim a dit qu'il l'aiderait aussi. Au début, Sylpha ne savait pas comment répondre, mais elle était vraiment reconnaissante envers ses nouveaux amis. Le protagoniste savait que cette dernière attaque aurait pu la tuer. Dans un mois, son frère serait de retour, alors Belle devait devenir plus fort. Pour ce faire, il devait débloquer sa capacité unique. Cela signifiait parler au comique. Il avait besoin de la permission du prédécesseur pour obtenir de nouveaux pouvoirs, il devait donc retourner dans cet espace. Il ferma les yeux et commença à se concentrer. En versant du mana dans le fourreau,
il fut accueilli par les autres prédécesseurs. Ça faisait un moment qu'ils ne s'étaient pas vus. Il est venu avec une requête, mais ils savaient déjà ce qu'ils voulaient car ils avaient vu toute la dernière bataille. Cet artefact à base de sang était problématique. Le type pouvait le façonner comme il le voulait. D'une certaine manière, ça ressemblait beaucoup à Avalon. Pendant un instant, tout est devenu silencieux. Puis le comique a dit que s'il pouvait brûler ce sang, tout le problème serait résolu. Le garçon était d'accord, et c'était exactement pour ça qu'il voulait sa capacité unique. Le comique a accepté tout de suite, puis a montré que ce n'était qu'une autre blague. Il vit vraiment pour ce genre de choses. Charlotte lui a dit d'arrêter de faire l'imbécile. Néanmoins, ce pouvoir est bien au-delà des capacités actuelles de Belle. C'est incroyable, mais ça consomme la magie rapidement. S'il essayait maintenant, il se viderait presque instantanément. Alors le comique a posé une condition. Avant la revanche, Belle devait tirer 300 coups par jour. Ce n'est qu'alors qu'il envisagerait de lui transmettre la capacité. Cela semblait impossible. Belle atteignait à peine les 100 tirs en une journée. Le comique se fichait des excuses. Finis-le, puis reviens. Sur ce, il claqua des doigts. Belle fut projetée dans son corps, maintenant convaincu que le comique était drôle et un peu cruel. Il a vite compris le vrai problème. Utiliser cette compétence nécessiterait environ 3 fois plus de magie qu'il n'en avait actuellement. Même les prédécesseurs pensaient que le défi était quasiment impossible. Il n'y avait aucun moyen clair pour lui d'augmenter autant sa magie. Pourtant, il voulait voir jusqu'où il pouvait aller. S'il ne devenait pas plus fort, il n'avait aucune chance de gagner. Belceste dirigeait dans la forêt et a commencé à tirer. Il a aussi abattu quelques monstres. Cette partie n'était pas difficile, mais le labeur était brutal. Comme la chasse aux monstres était le seul moyen qu'il connaissait pour augmenter sa magie, il continuait à poursuivre tout ce qu'il trouvait. Ses amis étaient impressionnés par sa puissance. Le fait qu'il soit venu aussi a aidé. Ils voulaient tous devenir plus forts. C'est comme ça qu'elle a même convaincu Lim de se joindre à eux. Le désir de s'améliorer était plus fort que la peur. Belle avait vraiment de bons amis, et cela le poussait à aller de l'avant. Après 100 tirs, il était épuisé. La chasse lui donnait un petit coup de pouce, mais c'était loin d'être suffisant. Ses progrès étaient encore trop lents, puis un rugissement effrayant a résonné dans la forêt. Ça ne ressemblait pas à un ORC, et Belle s'est inquiété que ses amis aient des ennuis. Quand il a trouvé la bête, elle était déjà à terre, et ses 2 amis se tenaient à côté d'elle. Ils célébraient leur victoire. La fille a loué le rôle de Belle dans cette affaire. Belle avait du mal à croire qu'il avait vraiment abattu cette chose, mais c'était le cas. C'était un monstre de niveau C, bien au-dessus de ce qu'il pensait qu'il pouvait gérer. Comme ils ne pouvaient pas le battre de front, ils ont utilisé un plan intelligent. D'abord, ils l'ont piégé avec de la glace. Puis elle l'a frappé avec des ondes sonores, et la glace a fait ricocher cette attaque tout autour de lui. Le combo était incroyable. Ces deux-là travaillaient étonnamment bien ensemble. En voyant le résultat de leur travail d'équipe, Belle eut aussi une idée. Maintenant, ils savaient comment tirer plus de coups. Juste à ce moment-là, d'autres monstres apparurent. Toute une meute d'or comme celui d'avant. Autant d'ennemis serait un énorme problème, surtout que tout le monde était épuisé. Mais Belle a eu une idée ingénieuse. Ils pouvaient encore se battre, et ce qu'il fit ensuite dépassa toutes leurs attentes. Alors qu'il se dépêchait, la jeune fille se souvint qu'il avait encore une affaire à régler. Les prédécesseurs furent surpris de le voir revenir si tôt. Le comique devina que Belle était là pour discuter du marché. Au lieu de ça, Belle dit qu'il avait déjà terminé le défi. Cela a stupéfié tout le monde. Il était impossible qu'il ait réussi en un seul jour, et le comique lui rappela qu'il était le seul blagueur ici. Belle ne recula pas, alors ils lui dirent de le prouver dans un combat. Il devait tirer tous ses coups au combat, bien qu'il puisse utiliser d'autres armes si besoin, à moins qu'il n'ait peur. En fait, Belle adorait le défi. Il attendait juste le signal. Une fois le signal donné, le match commencerait, et le comique était impatient de voir la progression de Belle. L'aîné donna le signal. Belle avait déjà son pistolet en main, mais le comique tira le premier et le toucha. Il se moqua de Belle, le trouvant trop lent. Contre l'utilisateur originel de l'arme, la vitesse était primordiale. Et bien sûr, le comique était plus rapide. Il était en plein mode blagueur maintenant, mais Belle n'avait aucune intention de perdre. Ils échangèrent tir après tir, et même le comique semblait impressionné. Charlotte admit que Belle était incroyable, et maintenant elle comprenait pourquoi l'aîné avait choisi de l'entraîner. L'aîné semblait fier de son élève. Puis le timide dit que le vrai combat n'avait même pas commencé, et Charlotte n'aima pas sa façon de le dire. Il leur rappela que la vraie question était de savoir si Belle pouvait continuer à tirer. Même Adam était d'accord. Sans tir ne suffirait pas. Belle continuait de se forcer à avancer, mais ce n'était toujours pas assez pour déranger le comique. Il ne perdait jamais son rythme. Adam compta chaque tir de Belle, 97. Lassé par le ralentissement du combat, le comique s'apprêta à en finir, mais Belle avait un autre tour dans son sac. Il sortit le bouclier qui lui offrit un peu plus de protection et força le comique à reconsidérer la situation. Belle s'apprêtait aussi à utiliser le vent, le canalisant à travers le pistolet. Le comique demanda à quoi c'était censé servir. Belle répondit que les balles normales étaient désormais inutiles. Il renforça son tir avec le vent, dépassant la puissance de feu du comique. Même le comique fut choqué par cela. Avec ce combo, Belle pouvait frapper plus fort même avec peu de magie. Pour la première fois,
le comique était vraiment sous pression. Même le maître de Belle ne s'attendait pas à cette technique. Charlotte se mit à l'encourager, espérant que Belle pourrait battre le comique. Il demanda pourquoi Belle ne l'avait pas utilisé depuis le début. Belle lui rappela qu'il s'était fait avoir avant. C'était maintenant à son tour de lui rendre l'appareil. Pourtant, garder cette technique secrète ne résoudrait pas tout. Maintenant, il devait éviter une pluie de tirs, et le combat redevint équilibré. Belle avait réussi à frapper la première balle du comique, et la magie de ce dernier diminuait aussi. Belle s'en tint à son plan. La bataille était devenue très serrée. Son adversaire sentait enfin la pression. Il était temps d'en finir, mais le comique n'était pas facile à battre. Il se cacha dans ses flammes, rendant impossible pour Belle de savoir où il se trouvait réellement. Ne sachant pas d'où venaient les tirs, Belle fut de nouveau touchée. Un autre tir l'atteignit, puis un autre. Tant qu'il restait caché dans ses flammes, Belle était complètement acculée. Alors Belle utilisa le vent pour balayer les flammes, ce qui exposa enfin le comique. Il ne pouvait plus se cacher. Belle avait un tir net sur sa cible, mais il ne pouvait pas tirer. La situation était devenue critique. Les autres devinèrent qu'il était à court de magie, ce qui le laissait sans défense, mais le comique était aussi à court de balles. Puis vint l'affrontement final, et le comique tomba à genoux. Il avait été poussé à bout, tout comme Belle. Belle avait réussi à tirer 301 coups. Après ça, il n'avait plus rien. Il gagna d'une très courte tête. En voyant à quel point Belle s'était battue, le comique était sincèrement ravi. Il lui tendit la main. Belle avait gagné son approbation, et la capacité unique de l'arme allait maintenant être débloquée. Puis il aida poliment Belle à se relever. Belle était vraiment reconnaissant d'être reconnue. Avec une connaissance plus approfondie de cette arme divine et une nouvelle capacité, il était sûr de pouvoir battre ce salaud. Le comique voulait honnêtement juste que son élève gagne. Belle promit qu'il le ferait. Quelques jours passèrent, et il continua à s'entraîner dans la forêt. Il devait continuer à devenir plus fort, et petit à petit, il affina le contrôle de son nouveau pouvoir. Ses amis vinrent voir ce qui se passait. Ils étaient stupéfaits par cette capacité unique, et la jeune fille demanda s'il pouvait leur apprendre quelque chose aussi. Belle dit que la seule méthode qu'il connaissait vraiment était de battre des monstres. Cependant, il connaissait un moyen de renforcer le pouvoir qu'il avait déjà, s'entraîner tous les jours. Son maître lui avait enseigné cela. Asseyez-vous, fermez les yeux, et concentrez-vous, puis faites ce signe de la main. Cela aide la magie à circuler plus facilement dans le corps. S'ils méditaient ainsi 1 heure par jour, leur magie grandirait plus vite. Cela affinerait aussi leur contrôle, rendant plus facile l'utilisation de leur pouvoir au combat. Ils décidèrent d'essayer aussi. Bientôt, ses amis commencèrent à guider la magie à travers leur corps. Belle remarqua qu'il s'améliorait vite, peut-être bien plus vite que la normale. Il ne pouvait pas se laisser distancer, alors il choisit de continuer à s'entraîner. Cela aiderait aussi à renforcer sa capacité unique. 5 jours passèrent, et le groupe continua. Après 10 jours, ils s'entraînaient déjà les uns contre les autres pour progresser encore plus. 20 jours s'écoulèrent, et ils s'entraînaient toujours dur. Puis 1 mois passa, et Belle rencontra de nouveau ce salaud. Cette fois, il n'était pas venu seul pour prendre sa sœur. Cela faisait un moment qu'ils ne s'étaient pas vus. Même la jeune fille était devenue plus forte. Le salaud a ordonné à son serviteur de l'attraper pendant qu'il s'occupait de Belle, et le serviteur s'est exécuté sur le champ. Mais elle n'avait aucune intention de se laisser faire. Elle a immédiatement attaqué avec son arme divine, mais le serviteur a été assez rapide pour esquiver. Lim n'allait pas laisser son ami se battre seul et a chargé le serviteur avec force. Elle a refusé de le laisser emmener Alice. Du côté de Belle, il était temps de régler les choses. D'abord, il a posé une question. Qu'est-ce que ce type comptait faire exactement avec sa propre sœur? Son arme divine était spéciale, transmise de génération en génération. Elle pouvait contrôler les gens par le son et les transformer en outils de guerre. Cet objectif était répugnant. Pour lui, sa sœur n'était qu'un outil pour faciliter les choses. Belle n'avait pas besoin d'en entendre plus. Un type comme ça ne méritait pas d'être appelé un frère. Le salaud a ricané que la colère ne ferait pas fonctionner l'arme de Belle sur lui. Belle était sur le point de prouver le contraire. Le salaud a froncé les sourcils en voyant la posture de Belle, car celui-ci a pointé le pistolet sur lui-même et a activé sa capacité unique. Des flammes ont visé son propre cœur puis se sont propagées sur tout son corps. C'était l'incinération de l'âme, une technique incroyable. Même si le salaud n'était pas impressionné, il sentait que ça allait être un problème. Le protagoniste était devenu bien plus fort, et des ailes ont jailli de son dos, augmentant toutes ses capacités physiques. Maintenant, il pouvait combler la distance avec son ennemi en un instant. Le salaud n'a tiré que quelques coups, mais ils n'ont eu aucun effet. Ces flammes ont consumé les attaques de sang, ce que le salaud n'avait pas vu venir. Le protagoniste s'est alors avancé pour en finir avec lui, chargeant droit devant pour lui asséner un coup de poing. Le salaud a rapidement formé un bouclier qui a à peine arrêté le premier coup, mais il s'est fissuré, et il était impossible qu'il bloque le second. Cela a donné au protagoniste son ouverture. Il l'a frappé en plein visage et l'a envoyé valser. Ses pouvoirs de sang étaient désormais inutiles, et il aurait juste dû rentrer chez lui. Mais ce n'était pas tout. Il s'est relevé. Ses yeux avaient complètement changé, et même sa peau s'est transformée, comme si son sang bouillait en dessous. Cette nouvelle forme l'a rendu bien plus fort, et le protagoniste ne pouvait pas dire ce que c'était. C'était du sang de dragon.
Cela a changé tout son corps, le faisant ressembler à un mi-humain, mi-dragon, et sa puissance a bondi rapidement. Cette pression était un vrai problème. Il a dit au protagoniste d'être fier et de regretter de l'avoir poussé aussi loin. Griffe prête, il a attaqué avec une fureur totale. Belle a observé l'attaque attentivement. Grâce à sa vitesse accrue, il a esquivé, bien qu'il ait été légèrement coupé. Son adversaire semblait confus. Il était sûr que ce coup avait porté. Dans cette brève ouverture, le protagoniste a préparé une attaque et a tiré ses flammes, le touchant de plein fouet. Puis il a essayé de tout faire exploser. L'explosion était énorme et la fumée a envahi l'air, mais son ennemi en est sorti indemne. Il a qualifié l'attaque de pathétique. Ses écailles étaient impeccables. Aucune brûlure. Pas de suie. Puis il s'est précipité, prêt à déchiqueter le protagoniste. Le feu seul ne vaincrait pas ce type, alors Belle est passé à ses points. Alors qu'il s'affrontait à nouveau, il a dû esquiver ses griffes une fois de plus. Ce n'est qu'après cela qu'il a pu contre-attaquer et enfoncer un coup de poing dans le flanc de son adversaire. Il a lui-même ressenti l'impact, mais le dragon s'en fichait éperdument. Ses écailles pouvaient aussi encaisser des coups contondants. Pendant que le protagoniste réfléchissait à cela, il s'est fait surprendre par la queue du dragon et a été projeté au sol. Son ennemi a alors préparé un sort assez puissant pour l'anéantir. Belle savait qu'il devait se défendre immédiatement, alors il a tiré une boule de feu pour éviter d'être touché. Mais l'attaque du dragon était bien plus puissante, et une explosion massive a éclaté dans les airs. Le garçon s'épuisait visiblement. Il continuait à se battre, mais il était proche de sa limite, et le dragon pouvait lancer des attaques comme ça plus d'une fois. Cela rendait ce combat encore pire pour lui, car il devrait dépenser encore plus de magie. En bas, ses amis étaient dans un autre combat contre un ennemi qui était probablement de rang B. Ils ont décidé d'utiliser une attaque d'équipe. Leur ennemi silencieux a simplement attendu qu'il bouge. Lim a été le premier à charger, forçant le chevalier à se défendre. Le garçon a planté sa lance dans le sol, et ce n'est qu'à ce moment-là que l'ennemi a remarqué que les murs de glace l'avaient déjà encerclé. C'était l'ouverture pour la jeune fille. Elle s'est précipitée, lui envoyant de puissantes ondes sonores. Ce combo avait déjà vaincu des monstres plus forts qu'eux, alors il pensait que cela mettrait fin au combat. Mais le chevalier a dit que tout cela était inutile. Il a frappé son bâton sur le sol, et un cercle de magie noire est apparu, avalant les ondes sonores de l'attaque jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Les enfants étaient abasourdis. Avec son bâton toujours planté, il a préparé une attaque qui pourrait les anéantir. Le portail sombre a continué de grandir, puis a recraché les ondes sonores absorbées. Grâce à cette compétence d'absorption, leurs attaques ne signifiaient rien. La jeune fille essayait encore de comprendre ce qui s'était passé lorsque le chevalier s'est excusé, disant qu'il devait quand même l'emmener à cause des ordres de son maître. Lim a refusé que cela se produise, et le chevalier l'a averti de ne pas s'en mêler. Bien sûr, il n'a pas écouté, alors le chevalier a décidé de le neutraliser. Lim était encore trop inexpérimenté au combat, et la jeune fille pouvait voir qu'il était submergé. Elle voulait désespérément aider, mais son corps ne bougeait pas. Pendant ce temps, Lim continuait de se faire brutalement rosser. Elle aurait souhaité avoir juste un peu plus de force pour riposter. Puis elle s'est souvenue du conseil du protagoniste. L'entraînement l'aiderait à libérer sa puissance au combat. Tout ce qu'elle avait à faire était de se calmer. Alors elle pourrait se concentrer sur la magie qui coulait dans son corps. Croyant qu'elle pouvait encore se battre, elle s'est préparée à sauver son ami. Le bâton était sur le point d'écraser le crâne de Lim, mais des ondes sonores ont fendu l'air. Il a réagi juste à temps. Ce n'est pas ici qu'il allait tomber. Le chevalier a été déstabilisé par ce qui se passait. C'était le pouvoir sonore de la jeune fille. Lim l'a entendu clairement, et la musique qu'elle jouait était magnifique. Cette musique s'est transformée en force dans son corps, lui permettant de repousser le chevalier et de le déséquilibrer. Le chevalier ne pouvait pas comprendre d'où ce gamin tirait tant de force. L'arme divine de Lim a brillé de mille feux, prête à le geler. Des plaques de glace ont jailli du sol et se sont précipitées sur le chevalier qui a réalisé qu'il était en difficulté. Il ne pouvait pas tout absorber. Il a été englouti par la glace. Dans les airs, le protagoniste était presque à bout de force, et le combat touchait à sa fin. Mais il a alors vu que ses amis avaient gagné. Maintenant, il n'avait plus qu'à battre le salaud en face de lui, même si cela signifiait utiliser son atout caché. Le dragon était curieux d'apprendre que le garçon se retenait encore, mais il pensait que cela n'aurait pas d'importance. Le désespoir allait arriver de toute façon. Leur bataille s'est de nouveau intensifiée alors que le dragon poussait sa puissance encore plus haut. En voyant cette attaque dévastatrice se préparer, le protagoniste a su que son ennemi préparait son coup le plus puissant. Pourtant, il avait quelque chose à faire de son côté. Pour que ça marche, il devait d'abord survivre. Le dragon a fini de charger et a déchaîné toute cette puissance sur lui. La sphère d'énergie était énorme, bien plus grande que prévu, et d'autant plus dangereuse. Le garçon devait agir vite s'il voulait vivre. Il ne lui restait qu'une seule option. Il a projeté ses flammes pour éviter d'être touché, mais le dragon a continué à déverser plus de puissance, plus qu'il ne pouvait en supporter. Il était complètement dépassé. On aurait dit que la bataille était terminée, bien que ce ne soit pas la fin que le dragon souhaitait. Il avait espéré quelque chose de plus excitant. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a remarqué le protagoniste derrière lui.
Il était tellement concentré sur l'attaque qu'il en a oublié sa propre défense en chargeant toute cette puissance. Le garçon avait créé un clone de flamme, et le dragon l'a détruit à la place, ne s'attendant jamais à ce qu'il apprenne un tel tour. Se sentant en sécurité, il a supposé que le vrai protagoniste ne pouvait toujours pas le blesser car ses attaques étaient trop faibles. Il était temps de montrer le fruit de son entraînement. Il avait affiné son contrôle sur la magie. Le dragon remarqua que le bras du garçon était couvert de mana. Ses attaques précédentes n'avaient pas fonctionné, mais ce coup de poing serait différent. Le dragon a jeté un coup d'œil en arrière et a réalisé trop tard à quel point c'était dangereux. Ces flammes bleues étaient l'atout caché du garçon. Il a enfoncé ce poing ardent dans le dos du dragon et l'a rempli d'une douleur terrible, suffisante pour briser les écailles du dragon. Il n'arrivait pas à croire qu'un enfant l'avait battu. Après un moment, il a finalement ouvert les yeux et a trouvé son corps prisonnier de la glace. Lui et son serviteur avaient tous deux perdu. Cela a pris du temps, mais ils se sont finalement réveillés. Le dragon s'est dit que les enfants seraient agaçants, mais comme il avait perdu, il a laissé tomber. Alors la fille avait quelque chose à lui dire. Elle ne le laisserait pas déclencher une guerre, et elle ne serait jamais son instrument. À leur grande surprise, il a accepté. Il a dit qu'il ferait exactement ce qu'elle voulait. Cette réponse semblait si étrange qu'aucun d'eux n'y croyait vraiment. Malgré tout, Lim a retiré son arme divine, et la glace a fondu. La fille lui a dit de ne plus venir la voir. Sans répondre, il a juste dit à son serviteur mécanique de venir avec lui, et les deux sont partis. Ce combat avait épuisé tout le monde. C'était incroyable que le protagoniste ait battu un membre du conseil des élèves, bien qu'il ait dit que ce n'était que de justesse. La fille s'est levée et a parlé à ses amis. Un jour, dit-elle, elle leur rendrait leur gentillesse, mais ils lui ont dit que l'amitié ne fonctionnait pas comme ça. Puis elle les a corrigés. Ils n'étaient pas seulement des amis. Ils étaient les meilleurs amis du monde. Ces mots ont rendu le protagoniste très heureux. Après ce combat, d'autres membres du conseil des élèves pourraient s'en prendre à eux, ils devaient donc devenir encore plus forts, surtout s'ils voulaient affronter Albert. Il ne voulait plus jamais revivre une autre tragédie. Il deviendrait le plus fort ici et montrerait à tous sa puissance. Un jour, il vaincrait son frère, deviendrait le chef de la famille, et protégerait enfin sa sœur. De nombreuses années ont passé, et une autre bataille était sur le point de commencer. Le protagoniste avait enfin retrouvé son frère, qui était maintenant encore plus fort et était devenu le chef de la famille. Jin ne se souciait pas des titres. Il a dit à son petit frère qu'une malédiction pesait sur lui. Dans sa vie passée, il a appris à quel point il était douloureux de décevoir les gens que l'on aimait, que cette souffrance était accablante. C'est pourquoi il se tenait ici maintenant. Après avoir connu ce genre de douleur, il croyait qu'il n'y avait aucun ennemi qu'il ne puisse battre. Le destin de sa sœur étant en jeu, Mufasa et Scar étaient sur le point de s'affronter, et le protagoniste a attaqué son frère de toutes ses forces, déterminé à changer son destin.